chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu chanson, chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, chanson, chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu chanson, chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, chanson, chanson pour que tu reviennes pas, 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 chanson, chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, chanson, chanson pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'aime.
Les copains, bien le bonjour les amis, il est l'heure du Juste Bistrot, ça y est, 16h48 très exactement, avec même un petit peu de retard, mais on est là les copains, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est plein gaz pour ce nouveau Juste Bistrot du mercredi. Mercredi, c'est milieu de semaine. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être propre. On commence à aller sur de la farce tranquille à 18h. Ça, c'est pas mal. Et après, jeudi, vendredi, ça déroule. En fait, ça déroule naturellement jusqu'au week-end. Voilà, les amis. Est-ce que vous êtes en forme, les amis? Est-ce que vous avez la banane? Voilà, on va commencer avec la question. Je relève les copies. Qu'est-ce que vous avez fait de sympa hier soir? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a rendu heureux, voilà, qui vous a mis la banane? Dites-moi un truc sympa un peu les amis, là, de votre côté, un truc un peu sympatoche qui vous met la banane et ça fait plaisir. Parce qu'il faut garder le sourire, rester positif, voilà. Parce que sinon on va devenir taré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut rester positif. C'est très important. Voilà, il y a Ingrid von Horstmann, il dit quoi? Il dit resto basque pour l'anniversaire de ma femme. Et voilà, ça c'est ce qu'on aime. Ces petits bonheurs-là. Cultivons ces petits bonheurs. Magnolo qui dit barbecue, tu vois. J'y étais pas et même moi ça me rend heureux. J'aime le barbecue. Donc ça régale, voilà, c'est super. Ces petits trucs sympatoches qui vous font du bien, les amis. Il faut en parler, c'est très important. Hervéro, je fais de l'enduit à la chaux dans la salle de bain. Ben voilà, ça bricole, mon Hervéro. Ça bricole, ben c'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sympa comme tout. C'est ce qu'il faut. Voilà les amis. Ce petit bonheur, parce que sinon on va devenir fou. Voilà. En attendant de tout faire tomber le 10 septembre. Ouais, on va tout faire tomber. Ouais. J'entends des trucs déjà, ça m'énerve là-dessus. Mais je veux pas, voilà, on est dans le positif. Amélie M. Rivière qui dit concert Hit, Anita et La Jungle. Alors je connais pas, mais bravo à eux, je connais pas, mais j'espère que t'as passé un bon moment. Mon Karim CHU de Pierre qui dit ce soir sorti tarte flambée, voilà, ça régale, ça c'est l'Alsace, voilà. Lab 17 qui dit salut Rémi, je t'écoute en ce moment en faisant du vélo sur les traces du Tour de France en Normandie en direction de Clécy, voilà, c'est magnifique, vélo de route. Alors, je sais pas comment t'écris au clavier en faisant du vélo, hein. Tu dois être très agile. Ouais, c'est bien, mais c'est bien d'être agile aussi. Faut être agile. Les copains. On a un beau programme. Attends, il y a Frey Jaok. Non, mais tu vois, c'est magnifique. Frey Jaok qui dit j'ai fêté ma victoire à un concours d'écriture. Mais ça, c'est magnifique. Félicitations. Concours d'écriture, c'est quoi? Sur une nouvelle, un roman? Dis-nous. C'est génial, ça. Ça régale. Vous voyez, il y a plein de belles choses. Ça met du baume au cœur. Voilà. Mithridate, dans mon atelier, en train de fabriquer de nouvelles lampes. Mais voilà. Tes souffleurs de verre, tes lampions, tes quoi? Dis-nous tout. C'est magnifique. Oh, tu vois, voilà. On commence avec des belles notes. Et ça, c'est bien. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Pas même les Allemands. Voilà. Et Lab 17 qui dit je me suis arrêté pour manger. Ça, c'est impeccable. Stealth 5 qui dit le top 5 des films sans le dîner de con. J'ai pas compris. Ouais, non, mais oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai dit hier. J'ai fait top 5, mais j'aurais pu en mettre d'autres, évidemment. Le dîner de con, tu vois. En parlant, je l'ai oublié, tu vois. Donc vraiment terrible. Winey 833 qui dit ben moi j'ai écrit une belle nouvelle qui fait la suite à Covenant pour aller sur le Alien de 79. Alors là, j'ai pas vu les aliens. Alors attention, s'il y a des Mireilles qui vont débouler, quoi? T'as pas vu les aliens? Mais c'est nimp. Non. Attention, j'ai pas vu Alien. Hier, j'ai commencé le Parrain 2. Voilà, vous êtes un peu dans le fil rouge de ma cinématographie. J'ai commencé le Parrain 2. C'est long. Ouais, les 45 premières minutes, ça m'a bandé un peu. Mais je persiste. Mais ouais, tu sais, je suis un couche-tôt. Hein. Je suis au dodo à 22h. Donc les films, généralement, je les regarde par morceaux. Hein. Et pour l'instant, c'est long. Mais pourquoi pas, tu vois. Cette lumière qui s'éteint au début à chaque fois, hein, c'est fou. Hein. Et vous avez vu, j'ai trouvé le moyen de changer la teinte. T'as vu, je suis moins blanc normalement. Je sens que vous l'avez pas souligné. Hein, les racistes qui disaient que j'étais trop blanc là, les jours passés, là je suis halé un peu plus. Voilà. Attention quand même. Voilà. Orlov 1389 qui dit le Parrain 2 c'est le meilleur.
Mais pour l'instant, on va voir. Après, ça fait 45 minutes. On peut pas juger à 45 minutes, hein, comme dans la vie sexuelle. Hein. Parce qu'à 45 minutes, on dort, de toute façon. 45 minutes, je suis déjà loin. Hein. J'ai plié les chaussettes, je suis sur la route. Allez, l'OM, bonne vanne. Olivier Mars 13. Allez, par rapport au bronzage, l'OM par rapport au club en bois. Merci à Thibaut le Hobbit qui vient d'offrir un sub à Malinx le Lynx 974. Merci camarade, c'est sympa. Ça, on est de gauche. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la gauche et ça fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'ai faim. Tu vois, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, les copains? On a Juste Mensuel, le nouveau numéro. Je viens de le recevoir, je vais vous présenter ça, ça régale. Et on a en plus un beau dossier qui arrive en août, je vais vous en parler, c'est super. Et aujourd'hui, le gros morceau, on va se farcir la télé publique. La télé publique, ça fait plusieurs jours que je prépare ce sujet, je voulais vous en parler. On va se farcir France TV, parce qu'il y a vraiment un scandale, je trouve, qui est en train de gentiment grandir en coulisses. Et je voulais vous révéler tout ça parce que c'est assez extraordinaire. Ce qui est fait avec de l'argent public, une magouille à ciel ouvert et qui existait avant. Donc en plus, il y a récidive. Tu vas voir, c'est complètement dingue. J'ai fait ma petite enquête, on va en parler dans quelques minutes. C'est le projet d'aujourd'hui, les amis. Dites-moi un peu pêle-mêle avant qu'on attaque plein badin. Dites-moi s'il y a des sujets dont vous voulez parler, des sujets qui vous plaisent, des sujets qui vous branchent, voilà. Dites-moi un petit peu, les amis, si vous avez des choses dont vous voulez parler, voilà. C'est important. Blueby 3 qui dit Rachida Dati. Alors Rachida Dati, on en parle dans la force tranquille. Alors Rachida Dati, c'est le parrain avec des plus gros bijoux. On va pas se mentir, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle multiplie les affaires. On a pu lire aujourd'hui dans la presse, dans plusieurs quotidiens, qui ont évoqué que Macron avait été alerté de la situation et qu'il en avait absolument rien à battre. Mais vraiment, après, faut se mettre à la place d'Emmanuel Macron, sincèrement. Quand t'as un quart des gens que t'as nommés au gouvernement qui ont été poursuivis pour je ne sais quel type d'affaires, un de plus, un de moins, tu sais, c'est comme quand t'es gestionnaire d'une crèche. T'arrives, tu te dis, ouais, il y a la petite Rachida, elle vient de se chier dessus. Ben oui, mais on est à la crèche. Donc, tu lui changes la couche et on est reparti. Donc, je pense que Macron, c'est un peu pareil. Tu sais, il est prévenu toutes les 3 semaines en disant, il y a un nouveau ministre qui est poursuivi. Bon, tu lui changes la couche et on est reparti. Donc, tu vois, je pense qu'en vrai, il faut se mettre dans sa tête. C'est-à-dire, quand t'as ça tous les jours, tu peux pas à chaque fois réagir et dire mon Dieu, non, quand même, ça se fait pas. Non, tu peux pas. Puis si tu vires tous tes ministres qu'on est poursuivis au cul, t'as plus grand monde derrière. T'as plus grand monde. Donc c'est vrai que dans cette affaire Rachida Dati, je reviens dessus dans la farce tranquille. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis, c'est à 18h, voilà, à 18h évidemment. Il y a mon Olivier Mars 13 qui dit à partir de combien de casseroles ça s'appelle une batterie de cuisine? Ah bah là c'est Masterchef, Masterchef évidemment. C'est assez terrible, assez terrible. Mais bon, on va pas refaire le point, on le sait très bien. Demain, voilà, attends, Baldacat qui nous dit Macron, c'était la politique autrement. On n'est pas déçus, je suis bien d'accord. Brezot64BZH qui dit tu en es où de ton projet où tu voulais nous présenter des artisans agriculteurs? On pourrait se les mettre sur la carte Telegram, c'est juste une question comme ça. C'est une très bonne idée, là, les amis. C'est assez chamboulé du côté de Juste Milieu. Il se passe pas mal de choses. J'ai le départ au Québec en août. Donc je vais avoir 3 semaines où je serai pas à la base. Donc on a préparé quelque chose de solide pour la rentrée. Ça, pour l'instant, personne n'est au courant, par l'équipe Juste Milieu, évidemment. On a quelque chose de solide qui va arriver autour de la rentrée, qui n'est pas ce projet-là. Et ce projet-là, en fait, on a besoin de temps pour mettre en place tout ça. On est en train de s'organiser, justement. On irait sur fin 2025, début 2026 pour se concentrer autour de ces projets-là. Et voilà, moi, vous savez que ça me tient à cœur, vous savez qu'on va le faire. La question, c'est quand, et de trouver les ressources. Et je vais
je vais pas vous mentir, là, je réfléchis à voix haute en fait, hein, pour vous dire aussi ce qui se passe dans ma tête, qu'on partage évidemment. Comment dire, enfin, comment dire, je sais pas l'idée de faire ma chialeuse et compagnie, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment une réflexion que je vous partage, savoir ce que vous en pensez, parce que ça me permet aussi de prendre la température. Moi, ça me tient à cœur. Ces projets-là, ça me tient à cœur de mettre de l'humain, de créer la communauté juste milieu, de contribuer à mettre en avant des démarches beaucoup plus collectives. Maintenant, je crains que petit à petit, les gens n'en aient plus rien à foutre. Je vais pas vous mentir, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais je commence sérieusement à me demander si, même du côté des spectateurs, les gens en ont encore quelque chose à foutre de ce genre d'initiative. Parce que vraiment, aujourd'hui, tu fais une vidéo sur Brigitte Macron, ça roule et tu as toujours des gens en rendez-vous pour suivre, alors qu'on leur répète 1500 fois les mêmes choses. Je sais pas en fait si tout ça est... comment dire. Enfin si, non mais en fait j'en sais rien, je réfléchis à voix haute les amis, je réfléchis à voix haute pour vous partager mon point de vue. J'ai envie de le faire parce que ça me tient à cœur, ça me tient aux tripes, mais c'est pas le plus reposant. Voilà, je vais pas être très... je vais être transparent avec vous, c'est pas le plus reposant. Avec juste milieu, on pourrait plutôt aller sur des sujets putaclic, à vous proposer des analyses à la con sur des sujets qui font du buzz, et on s'engage dans une voie qui est plus lourde, qui est plus conséquente. Mais je regrette pas une seule seconde, mais là c'est vrai que je suis un peu fatigué en ce moment. En ce moment, je tire un peu la corde. Alors il y a le Québec qui va arriver, il y aura un peu de repos, un peu de vacances et tout, donc c'est chouette. Mais je vois bien que c'est beaucoup plus exigeant de maintenir la ligne juste milieu que de vous prendre pour des abrutis à relever des sujets à la con. Je pourrais arriver, enfin bref, non, je veux pas remettre une pièce dans la machine. De toute façon, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais ce qui s'est passé ces dernières semaines m'a vraiment fait chier. Je me rends compte que c'est plus dur de tenir la barre quand tu essaies de maintenir une ligne juste milieu. Je pense à l'épisode chez Idriss Aberkan, voilà, pour être au clair là-dessus, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre ou quoi que ce soit. C'était très chouette, je reviens là-dessus et tout. Mais franchement, j'ai vu des réactions où je me dis, ouais, on est vraiment dans la merde, mais en même temps, on le mérite. Enfin, quand je vois des types où j'essaie de mettre un peu de nuance, de dire soyons prudents, ça n'est pas parce que quelqu'un crie au loup qu'il faut fermer les yeux et gober tout ce qu'il dit. On peut soutenir ceux qui crient au loup en regardant peut-être un petit peu la réalité de ce qui est dit et en comprenant que parfois quand on crie au loup, on a tendance à exagérer les menaces. Bon bah putain, j'ai pris des vagues de merde, mais j'aurais mieux fait de dire ouais en fait c'est gravissime mon Dieu Macron, tu vois. Et c'est un truc qui me casse les pieds, je vais pas vous mentir, c'est un truc qui me casse les pieds, qui est pénible parce que je me rends compte que la ligne juste milieu, elle est rude à tenir et elle est de plus en plus rude. Je veux dire, aujourd'hui, il faut faire du frontière. Il faut faire du frontière, à prendre les gens pour des abrutis finis. Ce qu'a fait Eric Tegner d'aller racheter le truc Nicolas Quipé, je ne comprends pas, enfin d'aller déposer la marque, je comprends même pas comment les gens réalisent pas ce qui se cache derrière en fait. Réalisent pas que c'est un ersatz du système que ces gens-là prétendent combattre, avec quelqu'un qui va raquer tout le pognon qu'il peut, avec cette dynamique de Nicolas Quipé, le mec dépose la marque pour que derrière ce soit encore Nicolas Quipé. Je sais pas ce qu'il faut de plus en fait. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Et c'est vrai que voilà, je fais pas ma chialeuse parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que je veux et je le maintiendrai jusqu'au bout. Mais franchement, je pensais pas que ça allait être si rude par moment quand il s'agit d'apporter cette nuance dans mon propre camp. Franchement, je pensais pas. Et je vais pas en parler tous les mois, je vais pas en parler toutes les semaines, mais je vois des trucs qui me gonflent. Je suis désolé. L'histoire des chats, là, il y a encore 2 jours, du coup de Mike Borowski, on les aime bien, géopolitique profonde, il n'y a pas de problème. À un moment donné, en fait, tout le monde commence à dire on est parti, quoi. On est parti, tout le monde commence à avoir des trucs, c'est la faute à Macron, on est parti. Le même Macron qui a la capacité de faire buter un député comme Olivier Marleix, selon certains, en fait, sur d'autres, il va juste menacer les chats. Enfin, ça commence à... Il y a une hystérisation franchement qui me fait peur parce que 2027 ça va être le cirque Pinder, et y compris dans notre propre famille. Je me rends compte que c'était pas du tout ce que je pensais et qu'effectivement je suis un satané bisounours. Il y en a beaucoup qui me le reprochent et à raison parce que franchement je pensais pas que c'était comme ça.
Aujourd'hui, mettre de la nuance en disant attention, il faut défendre nos collègues, mais ça n'empêche pas d'être lucide vis-à-vis de ce qui est dit, ça a été pris pour un manque de confraternité. Ben, je suis désolé, ça je l'ai toujours pas digéré. On a chié sur les médecins au moment du Covid parce qu'il y avait leur confraternité qui faisait en sorte que les médecins entre eux ne pouvaient rien dire, ne pouvaient pas s'attaquer. Ce qui a créé l'omerta dans le monde de la médecine, c'est précisément la confraternité qui est une menace. Et donc donc j'ai entendu ça en disant tu manques de confraternité. Bref. En fait, vous voyez, ça me peine tellement, ça me pèse que je vous dis que je vais pas vous en parler, mais en fait, je remets une pièce dans la machine, ce qui est complètement con. À la limite, c'est mon problème. Plein de gens ont des choses à gérer, beaucoup plus graves, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, sans jouer à l'oiseau de mauvais augure et sans jouer à Nostradamus, 2027, ça va vraiment être très rude et je vous l'annonce. Hein. Je vous l'annonce, les amis, ça va être très très rude. On va prendre des coups chez Juste Milieu, c'est une évidence. Un coup extrême droite, un coup extrême gauche, machin. On va prendre des coups. Au moins, vous saurez que je vous l'aurais dit à l'avance. Je vous l'aurais dit à l'avance que moi, ce pourquoi je milite, c'est de pas faire ça gratuitement, c'est-à-dire de pas être dans l'inconséquence. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de ça. Les positions que j'ai aujourd'hui sont les positions que j'aurai en 2027. Ça, je vous en fais la promesse. Coûte que coûte, et franchement, je pensais pas que le prix à payer soit rude en termes d'incompréhension, en fait. D'incompréhension. Et là, on est en train d'hystériser les gens dans la sphère alternative. Je vois des choses de tarés. Mais là, encore tout à l'heure, cet après-midi, je commence à voir des trucs sur le 10 septembre. En fait, il commence à y avoir une théorie qui se met en place de « ouais, mais en fait, c'est peut-être le système qui a créé le 10 septembre pour peut-être le juguler en amont. » Enfin, attendez les gars, moi je veux pas participer à ça, hein. On va devenir tarés. Hein. Je vous le dis, on va tous se pendre hein, si ça continue comme ça. Il y aura des vagues de suicides, ce sera pas Macron, hein, ce sera nous, hein, parce qu'on se sera rendu fou. À tout événement, on commence à tisser des explications mais complètement dingues, qui ont un fond de crédibilité. Mais on est dans hypnocratie. Vous voyez, ce livre, il m'a chamboulé intellectuellement parce qu'il est précisément dans ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que tout événement va à chaque fois avoir 5, 6, 7 lectures différentes et on va devenir taré. On va se rendre malheureux à force de vouloir saisir l'insaisissable. C'est exactement ce que dit Hypnocratie. Le véritable danger est de trouver du sens dans une société qui n'en a pas. Et on le sait qu'elle n'a pas de sens, cette société. On est les premiers à en avoir fait le constat. Et ça, on peut s'en targuer. Mais aujourd'hui, on essaie de calquer des grilles de lecture sur des choses qui profondément n'ont pas de sens. On oublie tout ce qui fait la sincérité, tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait l'incertitude, notre incapacité à saisir le réel. On veut plaquer de la compréhension dans des événements qui ne sont pas compréhensibles. Et Hypnocratie m'a bouleversé par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, parce qu'on va se pendre si on continue comme ça. Et moi, chez Juste Milieu, quand je vous dis que j'ai envie de vous parler de fromage, que j'ai envie de vous parler de petits bonheurs du quotidien, c'est aussi très égoïstement pour tenir moi, et je pense franchement pour vous aider aussi à tenir vous. Parce que contribuer à l'hystérisation permanente de la révélation à venir, du scandale à venir, du machin des bidules, mais on va devenir taré. Vraiment. C'est-à-dire que là, si vous prenez sur la sphère américaine en 2 mois, on est passé de la bulle Epstein va exploser à finalement la bulle Obama. Parce que manque de bol, la bulle se retourne contre Trump. Enfin, on devient taré en fait. On devient complètement taré. C'est-à-dire qu'on est en permanence suspendu à une actualité incertaine, suspendu à une révélation à venir, suspendu à un scandale à exploser. On est toujours dans l'attente de quelque chose qui nous échappe. Et moi, c'est pas la conception du monde que j'ai. Très modestement, je suis une pompe à vélo, j'ai 31 ans, j'ai rien vécu, j'ai le cul en Suisse confortablement, donc j'ai pas de leçons à donner à personne. Je dis juste que dans ce que je peux faire à travers Juste Milieu, je vais pas me rendre malheureux. C'est pour ça que ça fait plusieurs mois que je change de position et que j'ai envie d'aller, d'où la vidéo d'hier sur le top 5 de mes films préférés, j'ai envie d'aller sur quelque chose de plus sain, de plus humain, avec de la légèreté par moment. Mais je pense franchement, en tout cas ceux qui suivent et qui suivront Juste Milieu, j'ai aussi envie d'essayer de vous rendre heureux un peu vous, de rappeler l'importance du bonheur. Parce que là, on est en train de devenir complètement taré. Et il y a une incapacité à saisir tout ça qui me fait peur. Je prends vos messages les amis, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Vraiment on papote hein.
Il y a Enjegard qui dit « Ce n'est pas la première fois que tu nous préviens à l'avance. Idriss Aberkan a rappelé dans une de ses dernières vidéos que tu avais prévenu avant tout le monde que Trump allait enterrer l'affaire Epstein, alors que tout le monde disait non, il va tout sortir. » Non, mais j'ai pas prévenu là-dessus. Désolé d'être grognon à chaque fois, mais j'ai pas prévenu. Moi, je suis pas devin, en fait. On n'est pas là pour faire des pronostics. Ce qui se passe dans notre monde, c'est pas un match de foot, en fait. C'est pas celui qui aura le score exact. J'ai rien prévenu, moi, j'ai rien lu dans la boule de cristal, ou dans la boule de je ne sais qui d'ailleurs. J'ai rien lu, j'ai juste rappelé des évidences. Et là, les liens entre Trump et Epstein, ça fait 30 ans qu'on le sait. Ça fait 30 ans que c'est renseigné. Donc je me suis contenté de rappeler le réel. Et un rappel de réel, aujourd'hui, on prend ça pour une position, on prend ça pour une opinion. Mais attention les amis, moi j'ai aucun mérite là-dedans. Hein. J'ai lu des trucs, je vous en ai parlé parce que ces trucs existaient, étaient factuels, point. C'est pas plus que ça. Il n'y a que ceux qui se sont hypnotisés à voir en Trump l'homme providentiel qui prennent ça pour une révélation. Qui prennent ça pour Rémi, il a vu un truc que personne n'avait vu. Non, c'est pas du tout. Je prête pas ces propos-là à Idriss Aberkan, évidemment, qu'on salue, qu'on embrasse. Mais juste pour dire que moi, je suis pas devin. Hein. J'essaie de lire des trucs, quand ça me semble sérieux, je vous en parle. Là, en l'occurrence, c'était sérieux et c'est du passé, c'est factuel. Donc là-dessus, je veux vraiment insister, les copains. On a quoi d'autre dans les messages tac, que je prenne vos retours aussi là-dessus. Il y a Anarchy08. Est-ce que l'on pourrait penser que la raison de toute cette hystérie est peut-être due à un manque de structure de la société et de la division systématique de tous les sujets? Tu penses ce que tu veux, camarade. Tu penses, moi je milite pour ça, tu penses exactement ce que tu veux. Tant que tu te rends pas fou et tant que tu gardes un peu de bonheur, moi il m'en faut pas beaucoup plus. Hein. Olivier Mars 13, chaque système est voué à s'effondrer sur lui-même cycliquement, tu la sens, l'odeur de la fin. Ouais, mais c'est tout le temps la fin, oui, mais voilà. Là, les Nostradamus déprimants, vous me cassez les couilles. je vais le dire gentiment, mais oui, si tu veux, mais l'odeur de la fin, ça fait 500 ans qu'on nous parle de l'odeur de la fin. Alors, on a vécu la Première Guerre mondiale, on a vécu Verdun, on a vécu Auschwitz, il y a des gens qui restaient heureux, il y a des gens qui gardaient la banane, qui ont continué et qui ont fabriqué le monde dans lequel on vit. Donc les oiseaux de mauvais augure de tu la sens l'odeur de la faim, c'est un truc de bourgeois l'odeur de la faim. Dans le monde actuel, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont esclaves, il y a des gosses qui sont abusés, il y a des situations terribles. Et moi sur Twitch, le cul confortable, je vais vous miner la gueule à vous dire non mais le pire de ce qu'on vit c'est Macron, c'est machin bidule. Bien sûr que c'est grave, évidemment, tout le monde le sait que c'est grave. Mais est-ce qu'on peut rester un peu positif? Je vous en supplie. Est-ce qu'on peut observer un peu ce qu'il y a de positif? Vraiment. Merci à Sikoyo pour le subprime 16e mois, merci camarade. Sila1206 qui dit tu as tout à fait raison, mais on va devoir se serrer les coudes, même si nous ne sommes qu'une petite communauté, nous sommes ensemble et nous tentons de rester les yeux ouverts et le sourire aux lèvres. Bayard92, Rémi, je ne suis pas d'accord avec toi sur Hypnocratie, car en réfléchissant un peu, on peut décrypter l'actualité. Il suffit de prendre avec un peu de distance l'actualité, ça vient avec l'âge. Mais t'as rien compris en fait. Enfin, camarade, j'en ai parlé 1000 fois de Hypnocratie. Revois la vidéo, je t'invite juste à revoir la vidéo. Je ne dis pas que la multiplication des récits empêche de saisir l'actualité. C'est pas ça du tout. Ou alors je me suis mal exprimé, peut-être qu'on s'est pas compris. Hein. Mais vraiment, cher ami, l'idée même d'Hypnocratie, c'est de nous apprendre à naviguer entre ces récits en ne tenant jamais un récit pour la vérité officielle. C'est juste ça, j'ai pas dit plus. Je suis pas en train de vous dire qu'on peut absolument pas saisir le réel. Ce serait complètement fou d'ailleurs. Donc voilà, peut-être qu'on s'est pas compris. Rick Stasi qui dit oui, comme dire les femmes sont des femelles adultes humaines, les jeunes voudraient que t'ailles en prison, j'en peux plus. 20K91 du dubitationnisme et du positivisme. Bah oui, non mais j'espère, un peu quand même. Je crois qu'il en faut un peu. Eliane Achard qui dit Hola, possible de monter dans le Discord pour réagir sur la transidentité. Je suis une femme trans, je pense être plutôt concernée par le sujet, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, c'était pas prévu dans le script de l'émission, mais c'est chouette parce que c'est en réaction du coup à l'émission d'il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. Donc, je suis dans le Discord. Je suis dans le Discord juste au milieu. Salon vocal général. Je vois qu'il y a du monde. Bougez pas, j'arrive. Attendez, je me connecte. Hop, et c'est chouette comme tout. Alors attends, j'arrive. Je mets l'oreillette parce que j'ai mes enceintes qui marchent plus. Allô, est-ce qu'elles marchent mes oreillettes? Le bonsoir. Oh, ça marche. Bonsoir. Impeccable. Attends, là. Allô. J'ai mis l'ordinateur en veille. Est-ce que je suis pas un abruti?
Allô Houston à la base? Est-ce que vous m'entendez? J'ai mis l'ordinateur en veille. Allô, allô? Vous m'entendez ou pas? Merde, attends, ça marche ou ça... Il y a du gaz ou il y a plus de gaz? Allô Houston à la base? Vous m'entendez? Merde. Allô, allô? Ça marche ou pas? Pas de son, mais vous me voyez ou pas? Oh putain. Oh le con. Attends. Allô, allô? Allô, allô? Attends, vous m'entendez pas? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez là? Oh, c'est terrible, putain, je suis trop con. Allô? Allô, allô? Mute. Attends, je suis mute. Mais non, je suis pas mute. Ça marche ou pas? Vous me voyez? Merde. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Mais c'est terrible d'être con quand même. C'est terrible, non mais ça c'est bon normalement. Il y a plus de son. Ah, il y a plus de son. Allô? Allô, allô? Vous m'entendez ou pas? On te voit mais il y a plus de son. Ah merde. Alors attends. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô Houston à la base? Est-ce que vous m'entendez? Il y a toujours pas de son? Il y a toujours pas de son? Ouais? Ouais? Non, on n'y est pas là. Hein. Allô, allô? Putain. Oh, putain. Pourquoi ça marche pas? On était bien là. C'est pas l'oreillette, non? Pas de son, putain. Oh merde. Dispositif. VOD, casque. Broadcast Stream Mix. Allô, allô? Là, Houston à la base, vous m'entendez? Non, toujours pas? Ah, non, putain. Vas-y, on va redémarrer. Hein. Non, ça marche pas là? Ça marche toujours pas? Putain. Allô, allô? Allô, allô? Toujours pas? Non? On n'est pas bon là? Putain. Oh là 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 là, c'est terrible quoi. Toujours rien. Merde. Ah! Ah, c'est bon! Haha! On a réussi! Putain, terrible! Non, mais je suis trop con. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai redémarré, j'ai mis en veille. Avec le clavier. Hein. Alors, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Hein. F10, F11, je sais pas quoi. Je suis désolé, les amis. Désolé, ça y est, ça revient. Alors, attends. Je reconnecte l'oreillette. Vous me dites, hein. Oh là là, putain, quelle galère. J'arrive le Discord, j'arrive, bougez pas. C'est bon ou pas avec l'oreillette? Elle est connectée? Ouais, c'est bon, hein. On est bon, hein. On y va, hein. Ok, c'est bon. L'oreillette est connectée. Je sais pas ce que j'ai foutu, quoi. Oh là là, terrible, terrible. C'est bon? Ça marche? Voilà. Alors attends, la voix a changé. Ah, mais ça, c'est un modificateur de voix. On m'a installé ça, c'est de la merde, ça aussi. C'est c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ok, c'est ok. Putain. Oh, ce galère con. Vas-y, j'arrive, le Discord, bougez pas. J'arrive. Hop. Allô, allô? Dans le Discord? Salut Rémi. Salut. C'est une blague, putain. Putain, mais c'est une blague, con. J'ai appuyé sur un truc, je sais pas ce que c'est, bordel. Attends. Attends, le son, je crois que j'ai compris, par contre. Là, c'est bon, vous m'entendez ou pas?
Non, mais c'est une blague, putain, c'est pas possible. Allô, vous m'entendez ou pas? Ah mais attends, c'est une connerie, quoi. Je suis nul, mais c'est pas possible d'être aussi con. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Putain, mais c'est F12. Faut pas appuyer sur F12. Parce que juste à côté, à F11, je peux augmenter mon son des oreillettes. Attends, j'arrive sur Discord. Surtout, ne bougez pas. On va y arriver. Allô? Ah, Rémi. Bonjour. Rémi, Ouais. s'il te plaît, Allô, Rémi. allô, Là, vous on parle m'entendez? d'un truc intéressant. Ouais, Allô, très allô, bien. Rémi. Ça y est. On a réussi. Je On suis parlait d'un désolé, truc mais c'est une super catastrophe comme je suis nul en technique. Pas de souci. Ça arrive. Alors, Ça qui arrive, voulait, ouais. qui voulait prendre la parole dans Discord avant que je refasse tout péter? Ah bah Alors, là, c'est- tu vois, on touchait un truc à 11 minutes et quelques là. Vas-y. 1h11 minutes précisément. Et Voilà. 35 secondes si je dis pas de bêtises. Oui. Après, concrètement, c'est plus par rapport au sujet général de la transidentité, c'est-à-dire les mêmes pensifs en fait qui sont sortis à droite à gauche en permanence. Mhm. Ah, je- Allô? Ouais, Allô? ça a coupé. Ouais, allô, allô? Ah, on t'entend. Allô? Oui. Oui, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je t'entends. Ok, parfait. Alors, du coup, c'était plus pour réagir concrètement par rapport à tous les pensifs en fait qui sont sortis encore une fois dans la vidéo d'hier. Parce qu'en fait, ce que j'ai bien compris, le problème principal, c'est que de moins en moins de maladies sont remboursées, ce qui est un gros problème. Mhm. Et moi, ce que je trouve problématique, c'est de à chaque fois pointer du doigt les personnes trans, parce que on représente 0,1% du budget de la sécurité sociale. Mhm. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me gêne particulièrement parce que ben, tout ton juste bistro hier a été justement là-dessus. Ouais. Et voilà. C'est- Et Bah, Et également aussi, il y a un il y a une heure et quelques là. Tu m'as dit. Oui, Tout à tout fait, à fait, ouais. effectivement, 1h11 minutes et 35 secondes, concrètement, où tu dis qu'il y a des militants qui auraient milité en fait pour rembourser les transitions de genre, mais dérembourser à la fois les traitements, par exemple, pour Alzheimer, ce genre de choses. Je t'avoue que j'ai jamais vu ça en fait. J'aimerais bien J'ai savoir d'où ça évoqué sort. ça, moi. J'ai évoqué des militants qui militeraient dans un sens et contre l'autre. Ça m'a étonné aussi. Oui, tout à fait. Ah bah je regardais le Ah, bon. replay avec plaisir, oui, parce que c'est vrai que si tel est le cas, oui, c'est une bêtise, effectivement, oui. Et effectivement, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu méchant. C'est un peu diffamateur dans le sens parce que je veux dire, non, on ne militera jamais pour le déremboursement des médicaments. Au contraire. Et Mais voilà. du coup, donc ton point de vue par rapport à ça, bah, je te remercie déjà de l'apporter parce que c'est chouette Merci à toi. d'apporter une contradiction. Je trouve ça très très chouette et c'est vraiment l'esprit du Juste Bistrot, précisément de ne pas servir un seul discours. Donc c'est bien que toutes les voix puissent être entendues. Toi, concrètement, ce qui te dérange, c'est quoi? C'est la portée globale de ce que je peux dire ou qu'est-ce qui te dérange par rapport à ça? C'est ça, c'est surtout le fait que tu relais ce discours qui est quand même un poil dangereux que de pointer un bouc émissaire, qui enfin dangereux, c'est pas non plus extrêmement dangereux, mais tu vois ce que je veux dire? Et qui effectivement est un peu erroné, un peu faux parce que je veux dire, si on a des soucis de problèmes de remboursement de médicaments ou de soins actuellement, c'est parce qu'on est dirigé par des mafieux depuis 40 ans. Mhm. C'est pas parce qu'il y a 9 000 personnes trans qui ont des soins remboursés. Mais est-ce qu'on s'entend au moins sur la scission que j'ai faite dans la vidéo entre les militants et les personnes qui vivent ça dans leur intimité tout à fait tranquillement? Oui, bien sûr, mais après, moi, je t'avoue que je suis pas du tout dans la communauté LGBT. Moi, je suis dans un milieu assez campagnard. Je viens d'un village de 2500 âmes, donc je connais pas trop, moi, tout ce qui est communauté, tout ce qui est pride et tout. Mhm. Donc j'imagine que, ouais, effectivement, c'est assez différent l'un et l'autre, oui. Parce que moi, pour le coup, et là, pour le coup, je suis certain de l'avoir évoqué dans la vidéo, c'est que j'insiste beaucoup sur l'aspect militant. C'est la scission que j'ai posée au début de la séquence en disant attention, ce qui me pose problème dans la société, c'est l'aspect militant, le militantisme LGBT, où là, véritablement, on a une forme de prosélytisme, presque de propagande, chacun choisira le terme, mais je le dissocie véritablement de la très grande majorité des gens qui vivent ça dans leur intimité. Que l'on parle d'ailleurs de transsexualité,
LGBT ou de transgenrisme. Voilà, là, effectivement, je ne maîtrise pas assez le débat. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une question de le vivre ou pas. C'est une question de maîtrise du débat et je reconnais ma méconnaissance là-dessus. Mais j'essaie vraiment d'être précis en faisant la scission entre les militants et ceux qui vivent ça autrement, précisément pour éviter l'aspect englobant, qui serait, et je suis d'accord avec toi, mensonger et trompeur. Tout à fait. Après, malheureusement, les deux sont malheureusement un petit peu indissociables. Je veux dire, une personne trans, quand on dit qu'on est trans, concrètement, de suite, on va être catalogué dans la communauté. Donc, Bah, je pense que c'est un problème, on sera parce que peut-être c'est d'accord super. là-dessus. Ah oui, ça, totalement, totalement. Donc, tu vois, finalement, je pense qu'on est pas tant en désaccord parce que à partir du moment où on accepte la scission entre le militantisme et les gens qui vivent ça dans leur intimité, je l'ai dit au début de la séquence, j'ai évidemment aucun problème là-dessus et c'est le rôle de l'État d'accompagner les gens qui vivent ça dans leur intimité parce que c'est une réalité. Après, sur l'aspect militant, si tu veux, de cette quête infinie de droits sociaux, que ce soit d'ailleurs sur la cause LGBT ou autre, moi, je pense qu'à partir du moment où la scission est faite, précisément, je ne suis pas certain et je ne suis même plutôt pas d'accord avec toi pour dire que automatiquement, quelqu'un qui vit ça devrait être relié à la cause LGBT. Il y a, pour le coup, là, un aspect englobant qui me pose problème. Bah après, cette scission, même si elle est automatique, elle se fait. Je t'avoue que je suis pas assez qualifiée pour répondre à cette question-là. Pas de souci, mais écoute, Mais merci quand même pour ton invitation. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Et merci encore à toi pour ton travail. merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. À très bientôt dans ce cas-là. N'hésite pas. N'hésite pas. Avec plaisir. Est-ce que dans le Discord, je vois qu'il y a deux copains encore. Est-ce que vous voulez intervenir ou pas? Qu'est-ce qui vous branche? Non. Il y a qu'à... Pour le coup, on Oui. parlait aussi de transidentité avant que tu arrives, pour le coup, parce que pareil, je suis tombée sur le live qui parle de ça. Mhm. Et je t'avoue que pour le coup, il y avait quelques petits points qui m'ont un petit peu étonnée, pareil, j'ai bien compris la scission pour le coup, personnellement. Ouais. Mais par exemple, l'article que tu relais, pour le coup, je sais plus quelle autorité l'a mise, a fait ça. La haute autorité de la santé, ouais, la HAS. Merci beaucoup. J'avais complètement oublié. Pas de souci. Mais du coup, ouais, cette autorité, elle dit pas que les personnes trans doivent être mieux prises en charge ou quoi que ce soit. Elle dit juste que les personnes trans doivent être traitées, doivent être prises en charge de la même façon partout, ce qui est pas le cas actuellement. Mhm. Par exemple, il y a des centres officiels pour les parcours officiels en transition qui sont les SECOS. Pas les SECOS, mais les parcours officiels. Ouais. Et en fait, il va y avoir deux types de transition entre guillemets. Va y avoir celles qui sont dans ce parcours-là, avec tout le pôle médical, mais qui est quand même assez, pour le coup, comment le dire gentiment, qui peuvent, même eux, pour le coup, faire preuve de transidentité parce que eux, une transition, c'est tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Mhm. Et tu as des personnes un petit peu comme moi derrière qui ne sont pas dans ces parcours officiels, qui vont faire ce qui leur convient, au moment qui leur convient, pour le coup. Et cette autorité, elle dit ça, elle dit juste que dans les parcours dits officiels et même autres, ces personnes trans doivent être traitées et doivent être mises, avoir la même chose absolument partout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Après, je me permets, parce que je te remercie, je trouve le débat vraiment intéressant, parce que ça permet justement d'en parler avec des vrais gens, tu vois, on sort du traitement médiatique et tout, donc je te pose vraiment des questions, mais comme un débat qu'on aurait au bar, hein, évidemment, Ouais, autour d'un verre. Dans les termes que tu utilises, il y en a un qui m'interpelle, qui est le terme traité. Parce que je trouve qu'il y a du coup un aspect médical qui renvoie presque à la notion de maladie, ce qui évidemment n'est pas le cas. Mais comment on peut aussi le qualifier? Parce que moi, si tu veux, je veux bien éviter les contresens et les propos injustes que je peux tenir ne connaissant pas le sujet. Mais typiquement, quand toi tu parles de traité, est-ce qu'on peut l'utiliser ce terme ou est-ce qu'il est un peu délicat quand même? Personnellement, moi je l'utilise parce que c'est celui qui me vient en premier, parce que qu'on le veuille ou non, quand on subit une transition et qu'on a un traitement hormonal, ça reste un traitement, qu'on le veuille ou non. Il y a une prescription pour les hormones, c'est un traitement qu'on le veuille ou non. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de l'utiliser. Je sais qu'après, ça va être au bon vouloir de chacun par rapport à son expérience de vie. Donc, pour le coup, c'est tout ce que je peux te dire sur l'emploi de ce mot-là. Mhm. Personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, D'accord. donc
Mais merci pour tes précisions là-dessus, parce que c'est vrai que je trouve ça important autant de parler du sujet, mais d'être carré, d'éviter les maladresses. Donc c'est chouette C'est ça. d'avoir ce type de précision. Et par rapport à la séquence, toi, qu'est-ce qui t'a déplu, ce que t'as trouvé incorrect, ce que t'as trouvé déplacé? Bon, Hésite pas, hein. il y a le truc sur l'article, comme je le disais, puis c'est juste sur la fin, pour le coup, sur les ALD. Alors déjà, à savoir que dans une transition, tout n'est pas remboursé, pour le coup, clairement pas. Mhm. C'est un mythe, hein, les 100%, ça va être à la tête du client ou de la cliente, mais tout n'est pas remboursé à 100% sur une ALD, surtout sur un parcours trans. Pour le coup, j'en fais l'expérience. C'est juste que concernant les ALD, en fait, tu dis t'être un petit peu renseigné sur le sujet, mais à la fin, on apprend que pour la dysphorie de genre et sur les transitions, tu découvres que ça dépend de la LD 31. Et je Mhm. trouve que ça faisait une petite note, ça dénotait un petit peu par rapport au fait de s'être renseigné, parce que c'est un truc un peu basique pour le coup, sur les transitions, de savoir que tout le monde n'a pas la LD, mais que ça peut être pris en charge par la LD 31. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un petit peu dissonant pour le coup. D'accord. Ouais. Après, il me semble avoir précisé aussi dans la vidéo que je n'étais pas expert du sujet. Enfin, je peux pas être expert de tout Ah oui, bien aussi, sûr. tu vois. C'est un Non, mais traitement, je sais c'est un bien, traitement bien de sûr. l'actualité C'est juste que citoyen. je te fais pas mon ressenti par rapport à ce sujet-là, pour Bien le coup. sûr. Non, mais et je te remercie, mais de fait, en fait, sur ça, je peine à comprendre où est véritablement le problème dans ce que j'ai pu dire, dans l'idée où c'est une option, c'est une opinion, si tu veux, et je vois pas ce qui semble vraiment déplacé ou incorrect ou autre au centre du débat, si tu veux, au-delà de l'impression effectivement de découverte du sujet, mais ce qui était le cas, ce que j'ai dit, donc il n'y avait pas de véritable surprise. Je suis pas un expert de ce sujet-là, en étant concerné ou pas, tu vois, comme plein d'autres sujets, je peux pas tout connaître. Bien sûr. Non, mais c'était juste ce petit point qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est tout, voilà. Ah, c'était juste par rapport à ça. Je pensais qu'il y avait Ouais, d'autres. ça. Ok, Ah pardon. non, pour le coup, non, en vrai, ça allait. Pareil, la scission, j'ai bien comprise. Pareil, je suis pas du tout dans le militantisme, pour le coup. Mhm. Clairement pas. Parce qu'il y a quand même certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord pour les militants trans. Mhm. Ça, c'est mon point de vue. Mais dans chaque communauté, il va y avoir des points de vue différents parce que c'est des personnes et des expériences de vie différentes, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est humain après derrière. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Juste un petit d'être. point que je tiens à le dire, j'étais d'accord tout à l'heure quand on a dit qu'on était dirigé par des mafieux. C'est important de le dire. Voilà. Tu vois, bah, c'est chouette. On trouve des terrains d'entente. On serait pas dans cet état-là si ils étaient pas là. Donc, Ça, voilà. c'est C'est ce que je voulais dire un petit peu sur la fin. Non, mais c'est chouette. C'est un beau message pour montrer qu'effectivement, on a plus intérêt à être unis, On a plus quelles que soient intérêt à nos les idées faire et virer au compagnie. plus vite, ouais. Ouais. Exactement, on est d'accord là-dessus en tout cas. Merci à toi en tout cas. Et bonne Merci journée. à toi, Hein. bonne À très fin de journée. bientôt. À Ciao. bientôt. Et Ciao. merci pour tout. Merci à toi. On a Glooby Boulga également dans le Discord. Est-ce que tu veux intervenir? Pas spécialement, je suis pas trans non plus. J'ai pas suivi le live, donc je reverrai la rediffusion. Impeccable. Je pourrais en parler, voilà. J'adore. Je voyais ton image Casimir qui était là. Tu vas intervenir? Non, ça va, j'écoute. Ouais. Non, Pas de j'étais en souci. pleine conversation avec 3 trans d'affilée, du coup, moi-même et 3 trans, donc ça fait beaucoup en une journée. Mais intéressant, Bah, écoute, intéressant. parfait. Bah écoute, je te laisse tranquille sur le salon vocal et puis à très bientôt. C'est Ciao. gentil, Ciao. bonne continuation. Salut. Et voilà, mais c'est magnifique, ça régale les amis, c'est le Juste Bistrot comme on l'aime, merci aux intervenants, merci aux amis, ça régale, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, c'est ce qu'on veut dans le Juste Bistrot, un Juste Bistrot libre, voilà, digne, frère, fier, frère, tout ce que vous voulez, c'est magnifique, merci les amis, merci d'être intervenus, c'était chouette, mais c'est chouette, non, mais ça fait du débat. Je m'y attendais pas, putain, je l'avais pas du tout prévu dans mon truc. J'avoue, je suis un peu déstabilisé. Je l'avais pas du tout prévu dans mon film, mais c'est pas grave et c'est chouette, c'est l'esprit. Donc ça régale. Là-dessus, il y a Aitken qui dit le souci avec ça, c'est qu'on nous explique que ces gens sont pas malades. Donc pourquoi on leur paye de la médication? La logique prend cher dans ce monde de fous. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'arguments. Il y a plein d'arguments différents, les amis. Et c'est l'esprit du Juste Bistrot. Je sais qu'il y a là, je constate que plein de gens seront pas d'accord entre eux. Mais c'est pas grave, tout le monde a la parole, toutes les idées peuvent s'exprimer, un maximum d'idées, donc c'est très bien comme ça, et ça régale, merci aux intervenants, voilà, vous êtes au top. Les amis,
on y va, plein badin, sur le gros sujet que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je veux absolument prendre le temps. Alors attends, il y a 20K91 qui dit transphobe en plus de tout le reste, tu cumules Rémi. Ah non, mais pas du tout. Au contraire, non, mais vous voyez, là, on est typiquement dans ce que je disais avant dans mon coup de gueule, d'éviter les qualificatifs hâtifs, d'éviter ce genre de choses. Tu vois, là, j'ai bugué, ça a coupé. On aurait pu dire, ouais, c'est un coup de Macron, tu vois. C'est bon, il y a des menaces sur juste milieu. Bah non, vous savez que je suis une pompe en technique. Donc c'est du classique. Hein. Les copains, on va dans le sujet du jour que je voulais vous proposer. Petite enquête que je mène depuis plusieurs semaines et ça me régale parce que vraiment, on a tous les ingrédients qu'on aime, on a du conflit d'intérêts, on a de l'argent public, on a un scandale avec récidive, on a un truc énorme. Et ça fait plaisir, les copains. On y va avec ce sujet, hein, société de production et TV publique, le braquage à ciel ouvert. Alors, je vais tout vous expliquer là-dessus sur ce qui se passe actuellement concernant les histoires de sociétés de production qui distribuent des émissions au service public, qui payent tout ça grassement, avec parfois des producteurs qui sont animateurs, tout ce qu'on aime, qui régale dans le pire du pire. Alors, ce scandale dont on va parler aujourd'hui est un scandale avec récidive. Et oui, parce que tout avait déjà explosé en 1995, peut-être que certains s'en rappelleront, avec ce scandale révélé par le parlementaire de droite Alain Griotteret, qui avait fait un travail là-dessus, ancien résistant d'ailleurs, dont on salue la mémoire, hein, qui est décédé il y a quelques années, et qui avait révélé, lors de l'année 1995, le scandale qui s'était appelé le scandale des animateurs producteurs. Je vous résume un peu le bordel. En 1995, Jean-Pierre Elkabbach est encore président de France Télévisions, et France Télévisions a signé des contrats avec plusieurs animateurs producteurs. Dans la liste à l'époque, on a Jean-Luc Delarue qui est encore de ce monde, on a déjà Nagui, on va en reparler de Nagui, on a Arthur qui était sur le service public à l'époque. Tous ces gens-là rémunérés au titre de producteurs et de présentateurs et d'animateurs. Alors l'affaire est que Elkabbach, donc en tant que président de France Télé, avait signé des contrats mirobolants qui permettaient aux animateurs, via leur société de production, de percevoir des revenus importants, notamment grâce à des avances de trésorerie. Parce que, pour vous résumer le mécanisme qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de récidive, c'est finalement assez simple. Vous avez des présentateurs TV qui ont leur propre boîte de prod. C'est le cas de Cyril Hanouna, c'est le cas de Nagui, c'est le cas de Michel Drucker, par exemple, avec la société DMD Productions. Et ces gens-là, en fait, vendent le droit de diffusion de leur émission. Il faut savoir que France Télévisions, que ce soit en 95 ou aujourd'hui, ne rémunère pas les présentateurs en tant que présentateurs. Vous avez la société de production qui vend un format, par exemple, N'oubliez pas les paroles, si on parle de Nagui, ou Vivement Dimanche, si on parle de Drucker. La société de production de Drucker, DMD Productions, vend l'émission à France Télé en disant, voilà, on vous donne le droit de diffuser 14 émissions à tel prix. Et après, c'est la chaîne qui choisit le créneau, le machin, le bidule, il y a des accords et des négociations. Mais la société de production reçoit l'argent à ce moment-là. Mais l'émission, elle est vendue telle qu'elle, si vous voulez. Drucker, il est présentateur du format. Mais demain, par exemple, Vivement Dimanche pourrait être diffusé sur M6. M6 fait un chèque à la société de production pour le diffuser. Et Drucker se rémunère en tant que producteur. C'est par exemple ce qui se passe avec Hanouna. M6 a signé un gros chèque pour faire venir les émissions d'Hanouna. Mais ils vont pas payer Hanouna en tant que présentateur. Ils vont acheter ces émissions à sa boîte de prod. Et dans les années 95, ça avait déjà créé un scandale énorme qui avait été épinglé par plusieurs médias. Hein. Je vous montre plusieurs sources que j'ai sur cette séquence, notamment cet article des Échos de 1997. Alors attends, j'ai mal copié mon lien décidément. Je suis vraiment une teub en technique, mais tout va bien. Attends, est-ce que là je l'ai bien? Normalement, je l'ai. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Jean-Pierre Elkabbach épinglé pour sa gestion des programmes de France 2. La Cour des comptes condamne vertement dans son rapport la gestion des contrats conclus sous la responsabilité directe du président de France Télévisions entre 94 et 95, entre France 2 et 6 des principaux animateurs de la chaîne. Donc, à ce moment-là, le véritable scandale était que les montants étaient énormissimes et que les conditions de négociation de ces contrats avaient manqué de transparence.
Tu te dis, c'est du passé. En plus, on parle d'argent public, on parle de personnalités de premier plan, qui pour certaines sont encore aux manettes dans le monde de la télévision publique encore. Tu te dis, on a fait le tri, c'est réglé tout ça. Que nenni. Que nenni, et vraiment, on a de belles choses. On a de très belles choses. On va épingler plusieurs personnages dans un personnage très récent, et on reviendra sur l'analyse un peu générale de tout ça, parce que les scandales vont continuer, et ça a même été épinglé par une commission d'enquête du Sénat. Mais pour l'instant, commençons avec peut-être l'un des symboles de ces scandales, de ce scandale à ciel ouvert, des producteurs de TV qui s'engraissent sur le dos de l'argent public. On commence avec Nagui. Et Nagui, et on l'aime bien Nagui, il est sympa comme tout Nagui, présentateur historique, c'est taratata, c'est n'oubliez pas les paroles et compagnie, on adore Nagui. Alors, Nagui, on l'aime bien, mais c'est vrai que quand viennent les élections, comme on dit en grec ancien, il nous casse les couilles, on va pas se mentir, il a tout le temps un avis. Nagui, il a tout le temps un avis, alors le hasard fait que, je vous montre plusieurs éléments, Nagui, il te signe des tribunes contre le RN, tu vois, c'est celle-là, pour faire barrage, ça c'était en juin 2024 aux législatives, et Nagui, en avril 2022, il avait signé une tribune pour voter Macron. Tu vois, parce que Nagui, il aime bien te dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bricoler, jusque dans ses émissions, payées avec l'argent du service public. Il y a des séquences qui sont diffusées avec un Nagui complice qui est tout content d'entendre des critiques faites à l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'est caca boudin. Écoutez. Le RN. Le RN, tous les gosses, tous les jeunes qui ont voté pour le RN, ils étaient tous abonnés à nos réseaux sociaux en tant qu'artistes, en tant qu'influenceurs. Ils étaient déjà là, abonnés à nos réseaux sociaux. Et ça fait des années qu'on voit monter le RN dans les médias. Ça fait des années qu'on voit que le monsieur Macron est en train de mettre le RN au pouvoir. On le voit depuis longtemps. Mais si, parce que concrètement, Bien sûr. non mais concrètement, c'était Oui, mais s'ils viennent à avant. vos concerts, C'était avant. Mais oui, justement, mais c'est bien. c'était- C'est un bon moyen de, Eh ben, de non, leur ce que je veux donner dire, un autre c'est point de que vue. ce que je veux dire, c'est que nous, Il a pas de leçon à faire, influenceurs, Macron, hein. nous artistes, on doit prévenir plutôt que guérir. Et depuis des années, on aurait dû dire sur nos réseaux, attention à ce récit, attention à ce qu'on essaye de vous faire croire par rapport à cet extrême. C'est un récit. À la dédiabolisation. Mais oui, dédiabolisation. Et on le faisait pas. On faisait des vidéos rigolotes pour rigoler, on faisait des chansons et tout ça. Et à la fin, ils ont voté RN. Et t'as 3 influenceurs ennemis qui ont dit, c'est pas bien les gars, c'est pas cool de voter RN. Mais c'est avant qu'il faut le faire. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'on va tout arrêter, mais c'est qu'il faut qu'on utilise une bonne partie de notre temps, en plus de la musique. Voilà, donc en plus c'est Chaka Ponk, on les adore, Sama notamment de Chaka Ponk, ils ont fait un super boulot pendant le Covid, ils ont été mobilisés et tout, donc c'est pas du tout contre Chaka Ponk, mais il faut rappeler que cette séquence elle est problématique parce que elle est diffusée sur le service public. Et tout ça est financé avec de l'argent public. Et Nagui, sauf erreur, quand il signe des contrats de production avec France 2, il ne le calcule pas au prorata de l'électorat RN, en disant enlever 25% de la somme parce que c'est 25% des électeurs RN. Donc c'est un peu facile. Je me mets à la place de Nagui, qui en tant que producteur a bien voulu que cette séquence passe. Je me mets à la place de Nagui, qui aurait peut-être pu avoir la décence de dire non, je vais pas prendre le pognon de citoyens sur qui je permets de cracher parce que c'est pas mon camp politique et qu'en plus je signe des tribunes pour voter contre eux. Mais bon, ça c'est pour le Nagui, un peu d'honneur de leçon, on va pas se mentir. Puis récemment, il s'est fait épingler, il fait des leçons sur l'écologie, mais lui il prend l'avion, bon bref, c'est pas le sujet. Parlons des affaires, du business de Nagui. Sa société de production s'appelle Air Production, s'appelait Air Production, parce qu'elle a été rachetée en 2008 par le groupe Banijé Production Média, qui est un peu l'un des géants du secteur. Vous en avez 2-3 qui sont énormes. Et vous avez le groupe Banijé qui a racheté plusieurs sociétés de production, notamment celle de Nagui. Il faut rappeler que par année, j'ai plusieurs articles qui évoquent ça, plusieurs sources, notamment celui-ci sur Télé Loisirs, qui est plutôt bien renseigné pour le coup sur la télévision, qui nous parle un peu du business de Nagui. Il faut quand même rappeler que environ par année, les émissions de Nagui, c'est 30 millions d'euros d'émissions commandées par le service public à la société de prod de Nagui. Donc c'est une certaine somme. C'est quand même une certaine somme. Pour vous donner un ordre d'idée, il est estimé par voie de presse, plusieurs sources concordantes, qu'un épisode de N'oubliez pas les paroles, ça coûte 35 000 euros au service public. Une émission qui passe en semaine. Donc on est quand même pas mal. On est quand même pas trop mal là-dessus.
les contrats mirobolants n'ont pas disparu, tu vois, n'ont pas vraiment disparu parce que certaines émissions de production, de production qui appartiennent à des animateurs, si vous faites un calcul rapporté à l'audience, ça fait un coût autour de 10 à 20 centimes par spectateur, ce qui est colossal en 2025 où on peut réduire les coûts de production à néant quand on voit ce qui se fait sur YouTube par exemple, où il y a de très belles émissions qui coûtent beaucoup moins cher. Tu te dis, tiens, quand même, c'est bizarre que tout ça coûte aussi cher en 2025 avec les moyens que nous avons. Mais l'histoire avec Nagui, c'est vrai que c'est que le pognon, il aime bien. On va pas se mentir, il aime bien. Déjà en mars 2018, on avait eu un article de BFM TV sur les négociations entre Nagui et le service public et ce qu'il avait négocié pour vendre ses émissions, les émissions de sa boîte de production, ce qu'il avait négocié aussi auprès de Banijé, donc le groupe de prod qu'il a racheté. Pour vous dire, Nagui aujourd'hui détient une participation estimée à 20 millions d'euros dans le groupe Banijé, donc il a investi dans ce groupe-là. Il est actionnaire à 5,3%. Pour l'information, Hanouna, lui, c'est 1,5% dans le même groupe. Nagui est salarié du groupe Banijé, parce que donc sa société de prod ayant été rachetée, Nagui devient désormais salarié de la plus grosse société de prod qui est Banijé. Son salaire est estimé entre 750 000 et 1 million d'euros par an. Et je vous parle d'un article de 2018. Donc, il faut prendre en compte l'inflation. C'est comme le SMIC, ça a dû augmenter, on l'imagine. Donc, on est autour d'1 million d'euros par an. Et il faut compter également entre 120 et 150 000 euros de salaire annuel chez France Inter. Donc, toujours le service public, duquel, pour le coup, là, Nagui est directement salarié de l'émission sur France Inter qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, La Bande Originale. Voilà, La Bande Originale, qui est diffusée quotidiennement de 11h à 12h30. Donc, Nagui, on est pas mal. Et le dernier coup de génie que nous a pondu Nagui, c'est concernant Interville. Vous le savez, je vous ai beaucoup parlé d'Interville. Je vais pas vous refaire le chapitre sur mes souvenirs de gosse, sur les raisons pour lesquelles j'adore Interville, pourquoi c'est des souvenirs d'enfance, que c'est tout ça. Et le coup de génie de Nagui, ça a été d'être producteur de l'émission. Et oui, c'est Banijé Productions qui produit Interville, en tout cas le retour d'Interville. Donc vous avez vu ce truc fracassé avec des décors dégueulasses, avec des présentateurs qui sont pas dans l'esprit du truc, où rien ne va, soyons clairs, rien ne va. Et bien le coup de génie dans cette affaire, c'est que c'est Banijé Productions qui a vendu ça à France Télévisions. Alors, je vous ressors quand même un pan de l'analyse que j'avais pu faire il y a quelques semaines maintenant, qui est que ils ont flingué le concept, on est d'accord. Nagui a milité, on va dire, pour qu'il n'y ait plus de vachettes. Ils ont milité pour changer un peu le format. Ils ont refait le générique. Ils ont voulu dynamiser l'émission. C'est nul, en fait. C'est devenu un peu nul. On sent que c'est réalisé par des bourgeois qui n'ont pas de sympathie pour ce format-là, pour cette émission-là. Donc, ils ont dénaturé l'émission qui a perdu, on le rappelle, 1 million de téléspectateurs en 2 semaines. Ils ont commencé à 3,2 millions. La semaine d'après, ils étaient déjà à 2,2. Donc, c'est monstrueux. Mais ce qui est au cœur du scandale des animateurs-producteurs, qui avait déjà existé en 95, qui existe encore aujourd'hui, ce qui est au cœur de ce scandale, en vérité, c'est que les producteurs s'en foutent d'un échec sur le service public. Parce que les contrats sont signés. Les contrats sont signés et comme c'est de l'argent public, d'une certaine manière, ils ne sont pas dépendants des audiences. Par exemple, vous prenez quelqu'un comme Nagui. Il peut signer des concepts d'émissions dont il se fout complètement. Parce que si ça ne marche pas, de toute façon, France Télévisions ne pourra pas se priver de Nagui, qui est un présentateur historique de la chaîne depuis bientôt 30 ans, même un petit peu plus. Donc si Nagui, dans les négociations, dit « soit vous prenez les émissions de ma boîte de prod, vous les achetez au prix qu'on vous dit, soit vous faites pas ça, et je quitte la chaîne, et je menace d'aller ailleurs. » Ce qu'il avait fait d'ailleurs en 2018, où il avait menacé de partir sur M6. Donc le système est assez simple pour le service public, mais comme le privé d'ailleurs. Quand vous avez des animateurs-producteurs, ils mettent leur métier, ils mettent leur rôle d'animateur dans la balance pour que le producteur soit rincé et soit grassement financé. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ont flingué le concept et que ça ne va pas marcher. Tant pis. Le service public paye grassement parce qu'ils ne veulent pas se priver de ses animateurs. Parce que c'est darwinien, si vous voulez. Les plus gros animateurs deviennent les plus gros producteurs. C'est logique. L'animateur qui démarre, tu te doutes bien que lui, il n'a pas sa boîte de prod. Donc, c'est une sorte de pyramide, une sorte de montage financier
tout à fait scandaleux et avec de l'argent public. Et Nagui en est un symbole parce qu'il avait déjà été épinglé en 95, il l'est encore aujourd'hui et il est au centre d'affaires qui sont scandaleuses. Et le retour d'Interville est la preuve de ces émissions qui sont lancées sans amour, sans idée, sans volonté que ça marche. Donc pour que ça marche, il faut parler au plus grand nombre. Ils s'en foutent. Ils te font un truc idéologisé. Ils enlèvent les vachettes en sachant très bien que le public historique, dans sa grande majorité, n'ira pas regarder. Mais ils s'en foutent parce que Nagui, il a vendu son émission en tant que producteur. Donc, là-dessus, c'est la base même du mécanisme. On va continuer avec un autre personnage qui est truculent, les amis, qui est truculent. Et vraiment, c'est en faisant cette enquête, les amis, que j'ai découvert ça, en préparant cette vidéo pour vous. C'est Mohamed Bouafsi. Alors, Mohamed Bouafsi, moi, je le connaissais de nom parce que je suis un fervent auditeur du Moscato Show. J'adore le Moscato Show à la radio. Et ce monsieur, j'en entendais parler parce qu'avant, il était journaliste sportif. Un expert de foot, super journaliste, machin, bidule. Et Mohamed Bouafsi, il est l'incarnation du système financier dont je viens de vous parler, couplé à un copinage entre membres de l'élite. Donc là, x2. Uno, plus 2, plus 2. T'as droit de l'accumuler. Là, par contre, ça régale. On va s'arrêter sur Mohamed Bouafsi vraiment parce qu'il est symbole parmi les symboles des dérives de la télévision publique. Alors, rapidement sur sa carrière, Mohamed Bouafsi est né à Oran en Algérie le 17 mai 92. Il obtient un baccalauréat économique et social. Il enchaîne du côté de l'Institut européen du journalisme. À ce moment-là, il va faire deux stages, un chez France Inter, un chez Canal+, ce qui va lui permettre de faire un réseau, c'est le but des stages. Il devient journaliste sportif chez RMC en 2016, puis rédacteur en chef à seulement 24 ans. Donc, il a une bonne fée qui a dû se pencher au-dessus de son berceau parce que Mohamed Bouafsi, ce qui dénote quand on s'intéresse à sa carrière, c'est qu'il grimpe les échelons très, très, très vite. Il devient rédacteur en chef du côté d'RMC à seulement 24 ans, ce qui est une première, sauf erreur. Et sa carrière va continuer de grandir très, très vite. Mohamed Bouafsi, vous l'avez peut-être vu, si vous ne suivez pas le foot, vous l'avez peut-être vu le 10 juin 2021, lorsqu'il va faire un interview du président de la République, rappelez-vous. À toutes et à tous, 67 millions de Français auraient aimé déjeuner avec notre équipe de France. Vous venez de vivre ce moment. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, très heureux d'être là et d'avoir vécu ce moment. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À mes côtés, Jean-Louis Tour. Merci de nous accorder cet entretien exceptionnel pour RMC et pour BFM TV dans ce cadre idyllique, j'ai envie de dire. Juste derrière vous, c'est le château. Donc Mohamed Bouafsi, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, mais vraiment on ne sait pas. Mais après vous allez comprendre pourquoi. Mais là pour l'instant on ne sait pas. Le 10 juin 2021, on ne sait pas. On est à la veille de la Coupe du Monde, de l'événement sportif, Macron allait voir l'équipe de France, machin. Et là, Mohamed Bouafsi est nommé par l'Élysée pour interviewer le président de la République. Alors ok, on est dans un contexte plutôt lié au sport, mais le mec n'a que très peu d'expérience en la matière. La carrière de Mohamed Bouafsi va encore connaître un coup d'accélérateur. Déjà, on a ces interviews un peu curieux avec la présidence de la République. À la rentrée 2021, en septembre 2021, Mohamed Bouafsi intègre l'équipe de C'est à vous sur France 5, émission incontournable où officie notre ami Patrick Cohen, qu'on salue, qu'on embrasse évidemment. Rebelote avec le président de la République, c'est encore Mohamed Bouafsi qui va être nommé pour interviewer le président en juin 2022 lors du voyage à Kiev, en décembre 2022 lors du voyage en Nouvelle-Orléans d'Emmanuel Macron, en avril 2025 plus récemment en Égypte, quand Macron avait fait cette promesse de reconnaître la Palestine. Rappelez-vous cette séquence, je vais essayer de vous la retrouver sur YouTube. C'est Mohamed Bouafsi qui récupère la confession de Macron et d'un Emmanuel Macron, bon tant pis, je retrouverai peut-être pas la séquence, c'est pas grave, d'un Emmanuel Macron qui évoque sa volonté de reconnaître la Palestine à l'horizon juin 2025. Finalement, Macron avait en tête une grande réunion à l'ONU organisée par la France et l'Arabie Saoudite. Ça devait avoir lieu en juin, ça a été repoussé en juillet. Cette réunion aura bien lieu à l'ONU, mais Macron et Ben Salman pour l'Arabie Saoudite ne seront pas là. Donc c'est encore un coup d'épée dans l'eau, un effet d'annonce bidon de Macron qui a instrumentalisé le génocide en Palestine. Bref, c'est pas le sujet, mais que ce soit dit. Donc Mohamed Bouafsi va passer d'inconnu au bataillon, journaliste du monde du foot, à journaliste numéro 1 très proche de l'Élysée. Mais il faut creuser encore un petit peu pour essayer de mieux comprendre.
y a un pan du travail, c'est ça qu'il faut reconnaître, qu'il ne faut pas tout mélanger, parce qu'il faut avoir un peu d'émotion, il faut être humain. Mohamed Bouafsi a mis en avant son engagement contre la maltraitance des enfants. Il a beaucoup témoigné sur sa vie familiale compliquée, notamment d'un père qui le battait, lui et sa mère, qui les battait. Donc Mohamed Bouafsi s'est aussi fait connaître pour ça, pour un engagement pour la cause des enfants abusés, des enfants violentés. Il faut évidemment mettre ça à son crédit et pas tout mélanger. Et un autre pan de sa carrière, pour le coup beaucoup plus discutable, c'est sa proximité avec le couple Macron. Parce que précisément, la lutte de Mohamed Bouafsi contre les violences faites aux enfants va être récupérée par le couple Macron. On va vite deviner sa proximité avec Brigitte Macron notamment, qui elle aussi prétend défendre les enfants, sans commentaire. Et donc cette proximité avec l'Élysée pourrait être. Voilà, je sais pas, je reste au conditionnel. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé, hein, donc attention, hein. Pourrait être, j'ai dit. Cette proximité avec le couple Macron pourrait être la raison de son avancement dans le monde des médias, qui plus est sur le service public. À tel point que le journal Marianne avait évoqué la piste dans un article d'avril 2025 qui avait été repris un petit peu de partout. Ça, c'est un article de Téléstar qui l'évoque. Marianne avait révélé qu'au sein des équipes de C'est à vous, au sein même des autres journalistes de C'est à vous, il y avait eu une ancienne journaliste de l'émission qui avait témoigné concernant Mohamed Bouafsi et qui avait dit « Sa déférence envers le pouvoir et ses quasi-publi-reportages pour l'Élysée sont devenus une blague récurrente en conférence de rédaction. » Donc, le souci, c'est que Mohamed Bouafsi grimpe les échelons très très vite, mais ses méthodes journalistiques sont plus que discutées et plus que discutables. Parce que vous avez un journaliste qui se fait, on va être très clair, le lèche-bot de la Macronie. Le lèche-bot d'Emmanuel Macron. Tu vois, c'est cette séquence-là, par exemple. Ça, c'était dans le retour en juin 2022 dans le train pour Kiev. Regardez Mohamed Bouafsi. Ce sont quand même des méthodes de journalisme assez curieuses. Ce midi, la Commission européenne a donné Bref, tu vois, un journaliste, bon, évidemment, qui contredit pas Macron, ça, on peut pas lui reprocher. C'est quand même le lot d'à peu près de tous les journalistes. Donc, Mohamed Bouafsi, même en interne, on lui reproche son copinage et ses méthodes. Et le clou du spectacle. Le clou du spectacle où là, tu te dis, ouais, effectivement, ça coince. Parce que si on récapitule où nous en sommes actuellement, un journaliste qui sort un peu de nulle part, qui profite des bonnes grâces du système, qui a une évolution rapide, qui copine avec le pouvoir en place. Bon, on a envie de dire rien de neuf sous le soleil. Faut pas déconner, il n'y a pas que Mohamed Bouafsi non plus. Mais avec Mohamed Bouafsi, c'est allé un petit peu trop vite. C'est devenu trop vite, c'est allé trop vite pour être honnête. C'est un petit peu ça le problème. Parce que, je ne sais pas si vous aviez vu cette information, en octobre 2024, on apprend que Mohamed Bouafsi est nommé directeur général de la boîte de production Troisième Œil Production. Alors qui n'est pas un hommage à Jean-Marie Le Pen. Troisième Œil Production, c'est une boîte de production plutôt bien installée. Et qui est la boîte de production qui produit C'est à vous sur France 5. Et oui, la boucle est bouclée. Parce que jusqu'à présent, je suis sûr que vous vous êtes dit, Rémi, t'es mignon, mais Mohamed Bouafsi, au pire, on s'en fout. Ah ben non. Ah ben c'est pas rigolo sinon. Ben non. Hein, il est nommé directeur général de cette boîte de prod. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte, Troisième Œil Production a été créé en 2001 par Pierre-Antoine Capton, qui est également président du directoire de Media One, donc qui est l'un des plus gros groupes de production, mais là qui va au-delà de la télévision, hein, qui va dans les documentaires. Enfin, Media One est un immense groupe de production télévisuelle et autres. Groupe dirigé par Pierre-Antoine Capton, je viens de vous le dire, mais aussi Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Mais que le monde est petit. Que le monde est petit. Ce sont ces gens-là, hein, les trois mousquetaires de la propagande politique, qui nous ont nommé Mohamed Bouafsi à la tête de Troisième Œil Production. Donc, racheté par Media One en 2020, pour vous donner les infos. Donc, si on résume, vous avez Mohamed Bouafsi qui sort un petit peu de nulle part, qui se fait le lèche-bot du pouvoir en place à tel point que ses propres collègues lui reprochent ses méthodes, donc la charte de Munich qui se torche avec. Mais ça valait le coup, parce qu'il devient directeur général sans aucune expérience en la matière. Il devient directeur général de la boîte de prod qui fait C'est à vous. Donc, dans C'est à vous, on va pas critiquer ses méthodes de susbite du pouvoir, parce que c'est lui le producteur. Bah oui.
Ben voilà. Et voilà, c'est lui le prod. Donc s'il veut dégager les gens qui sont à table, ben il le fait. Et voilà. Donc les gens qui trouvent qu'il est beaucoup trop coulant avec le pouvoir, je suis producteur. Donc c'est lui qui a les pieds sur le bureau. C'est pas plus compliqué que ça. Quand je vous parle de scandale à ciel ouvert, voilà comment se fait la télévision. Et c'est à vous, c'est une émission qui est vendue au service public et qui est payée avec de l'argent public. Donc je n'ai pas trouvé le prix des émissions, je n'ai pas trouvé le prix du contrat sur C'est à vous. Je vous mets au défi, hein. Si vous trouvez là-dessus, les amis, je serais vraiment preneur. Si vous trouvez des informations sur le contrat signé entre Troisième Œil Productions et France Télévisions, en l'occurrence pour cette diffusion sur France 5, mais on a quelque chose d'autrement symbolique, c'est-à-dire que vous célébrez le roi, et le roi vous nomme à un petit poste de pouvoir en vous donnant juste un tout petit peu plus de pouvoir que vos congénères pour faire régner le discours ambiant, pour faire régner votre soumission au pouvoir. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout ça avec de l'argent public. Donc, on parle souvent de médias contrôlés par l'État, de médias contrôlés par Macron. On est en plein dedans, indirectement. Indirectement, on est en plein dedans. On est clairement sur un journaliste soumis au pouvoir, qui l'expose clairement, qui s'attire les bonnes grâces du pouvoir, et par le plus grand des hasards, vous avez la boîte de prod où est embauché ce monsieur, qui va le nommer directeur général, boîte de prod qui appartient à un groupe, lui-même détenu par Xavier Niel, proche du pouvoir. C'est QFD. C'est QFD. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le cas Mohamed Bouafsi, les amis, il est véritablement symbolique. Pour moi, c'est on ne peut plus clair, si vous voulez, par rapport à tous les scandales qu'on a dans le monde de la télévision. Pour continuer et trouver d'autres exemples, hein, pour vous montrer à quel point il y a des torrents de pognon, un pognon de dingue, comme dirait Jupiter, qui sont dépensés là-dessus. Après, je vous proposerai quelques éléments d'analyse. On peut prendre le cas de Michel Drucker, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une société de prod qui s'appelle DMD Productions, qui a été fondée en 84, qu'il avait vendue, mais ça avait duré 3-4 ans, il l'avait racheté dans la foulée. Aujourd'hui, Vivement Dimanche, donc diffusé sur France 3, Vivement Dimanche, c'est 230 000 € par épisode. Je laisse un silence. Je laisse un silence sur ce chiffre parce que j'insiste lourdement. Alors, juste milieu, on n'est pas le bon exemple. Je ne suis pas le roi de la technique, mais en 2025, avec les moyens qu'on a, je ne sais pas si vous vous rendez compte du déluge de pognon que c'est. Pour vous dire, là, sur juste milieu, vous voyez, j'ai une caméra, là, Lumix, t'as vu, c'est pas mal, c'est plutôt joli par rapport à avant et tout. J'ai une caméra plutôt sympa, quali. Elle m'a coûté 800 balles, la caméra. C'est une somme, hein, c'est des sous, 800 €. Mais c'est l'un de mes principaux outils de travail. T'as vu la qualité du truc ? Alors évidemment, sans minimiser, parce qu'on parle de Drucker, lui il se gave de pognon, mais il y a des dizaines de techniciens qui bossent sur les plateaux de télé et qui font un truc bien plus quali que ce qu'on peut voir sur YouTube. Faut surtout pas minimiser le boulot des techniciens qui sont sur les plateaux et qui se démènent pour faire des choses de qualité, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais sur les 230 000 €, je serais curieux de savoir ce qui atterrit dans la poche des techniciens. Qu'on soit bien d'accord. Donc là-dessus, j'insiste, hein, vraiment les amis. Je veux surtout pas dire la télé c'est nul, on peut faire ça avec 2 caméras. Non, non, non. Il y a des techniciens de très haut niveau pour les lumières, le son, la vidéo. J'ai appris ça en le voyant dans le monde du spectacle. Hein. Avec le spectacle Zinzin, la tournée, je peux vous dire que sans les techniciens qui font un boulot énorme pour des trucs où tu dis bah oui, le projecteur, oui, comme ci et comme ça. Mais en fait, t'as pas de spectacle. Donc des bons techniciens, ce sont ceux que tu vois pas. T'as pas besoin de te dire tiens, la lumière, elle est pas bonne. Donc évidemment que Drucker, lui, il se gave. Lui, Drucker, il se gave. Mais je serais curieux de savoir ce qui retombe dans la poche des techniciens. Parenthèse refermée. Donc, Drucker, voilà, on est là-dessus. La boîte de Drucker en 2024, je suis allé regarder les comptes, hein, je vais vous montrer. Vous avez tous les chiffres là-dessus. La boîte réalise, tu vois, tu as le chiffre d'affaires, 6,2 millions en 2024. Avec un pic à 9 millions en 2019, et là on doit être autour de 8 millions en 2023. Mais si je vous parle de Michel Drucker, il faut insister là-dessus, c'est que Michel Drucker ne vend des émissions qu'à France Télévisions. Il est quasiment dépendant à 100% de France Télévisions. Donc il est dépendant de l'argent public. Donc son chiffre d'affaires de 6,2 millions, c'est à ma connaissance, que de l'argent public. Je mets un bémol dans le doute par précaution, mais à ma connaissance, c'est que de l'argent public. Donc,
On pourrait parler d'autres gens. On peut parler de Feu Thierry Ardisson qui était là-dessus. Patrick Sébastien, à une époque, avait sa boîte de prod Magic TV, si je dis pas de conneries. Il y a plein d'autres animateurs, producteurs qui sont dans ce cas-là. Mais j'ai pris des cas symboliques pour vous démontrer un peu ce qui se passe, la réalité de tout ça. Maintenant, on arrive au niveau de l'analyse. Des problèmes réellement posés par rapport à ça. Parce que, je vous l'ai dit, on a déjà évoqué plusieurs éléments plus que problématiques. C'est que, je reviens sur ce que je disais sur Drucker, la grande majorité de ces sociétés de production reposent presque exclusivement sur de l'argent public. Je vous l'ai démontré avec le cas de Michel Drucker. Ce sont des types qui roulent tellement bien, qui avec l'âge en plus n'ont pas 250 émissions. Par rapport à Hanouna par exemple, qu'on a beaucoup plus. Mais Hanouna, il a signé chez M6, c'est du privé. Donc on rentre sur un autre problème. Là, sur le service public, vous avez des producteurs qui commencent à être un peu vieillissants comme Drucker et qui sont parfaitement dépendants. Exclusivement dépendants. Donc, cette dépendance claire à l'argent public... ce qui est terrible, c'est qu'en 95, ça avait déjà été dénoncé. Avec le scandale que j'évoquais tout à l'heure, ça avait déjà été dénoncé. Et la relève est prête à être prise. Vous avez quelqu'un comme Cyril Ferraud, qui présentait Slam fut un temps, vous voyez, le blondinet beau gosse, il a sa propre boîte de prod. Donc, dites-vous que c'est un mécanisme bien connu. C'est pas que les vieux de la vieille qui font ça, et depuis on a régulé. Non, ils font tous ça. Donc, vous allez voir sur le service public, c'est pour ça qu'il n'y a pas de renouveau. Il n'y a pas de renouveau. C'est toujours les mêmes présentateurs pour les mêmes émissions. Tu vois, Nagui, on le met sur... Récemment, c'était les Bravos d'Or, une cérémonie à 2 balles produite par Nagui, décidément. Et c'est des émissions de merde. T'as plus de renouveau. Ces gens-là qui te prônent la diversité, la jeunesse, le développement de nouvelles idées, ne l'illustrent pas. Ne l'illustrent pas du tout. Tu vas pas casser la tirelire. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Donc... ce que je vous dis là, donc la dépendance à l'argent public, est couplée à un autre problème qui a été relevé dans un rapport du Sénat. Donc vraiment, j'aimerais être complotiste. Rapport du Sénat de juin 2022, avec le rapporteur Roger Carucci. Alors, pareil, bon, niveau affaires, voilà, mais c'est pas le sujet. Ce rapport, donc il est là, je vous le mettrai en source, si vous regardez le replay sur YouTube, vous avez toutes les sources là-dessus. Pour comprendre, tu vois, le chiffre d'affaires de France TV Studio à 112 millions, des choses comme ça. Tu as pas mal de chiffres qui sont plutôt intéressants. Tu vois, tu as les aides versées par le CNC, 8 millions à France TV. Bref, des chiffres qui donnent mal à la tête. Le rapport du Sénat évoque une opacité assumée. Je vais vous retrouver un passage qu'il faut lire pour bien comprendre. C'est ce passage-là, dans un rapport du Sénat. Donc tout ce que je vous dis a été reconnu officiellement. Et ça continue quand même. Et je vais vous lire ce passage-là, ce que dit le rapport du Sénat. Le rapport relatif au respect des conditions normales de marché pour ses activités commerciales atteste ainsi du respect par France Télévisions de ces conditions pour l'ensemble de ses activités commerciales. Les chiffres en jeu sont néanmoins protégés par le secret des affaires. Ce même principe limite l'analyse du rapport sur les activités séparées. On fait un premier arrêt là-dessus. Secret des affaires oblige. Il n'y a pas de transparence publique sur les contrats qui sont signés entre les boîtes de prod et France Télé. Il n'y a pas tout le temps la transparence qui est faite là-dessus. Pour vous dire où on en est. Je continue. En découle pour le rapporteur spécial une impression d'opacité qui fragilise une appréciation globale de l'ensemble des activités de l'opérateur et donc de sa stratégie, quand bien même certaines activités ne sont pas financées par la contribution à l'audiovisuel public. Donc, si on résume le bordel, dans tout ce que je vous ai dit, le pire, c'est que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que l'autre partie, on ne peut pas la connaître. C'est le secret des affaires. Donc pour vous dire les torrents de pognon qui sont dépensés, qui plus est par des gens qui vous font la morale. Parce qu'il faut revenir par où on a commencé. Les Nagui, les Laurent Ruquier, évidemment. Tous ces gens-là qui vous font la morale, alors, Ruquier est plus sur le service public, au moins c'est réglé. Mais depuis, on a tout essayé au début des années 2000 jusqu'à 2023-2024, il y était. Donc je ne sais pas combien d'argent public Ruquier a palpé, mais tous ces gens qui t'expliquent ce qu'il faut voter, ce qu'il faut penser, il faut savoir que sans les électeurs du RN, des extrêmes et de je ne sais quoi, ces gens-là ne sont rien. Ils ont fait carrière sur de l'argent public. Et j'aimerais juste rappeler, c'est un petit peu naïf, mais ça fait toujours du bien, respecter la démocratie comme ils invitent tant de millions de citoyens à le faire, c'est aussi respecter la transparence sur l'argent public. Respecter la transparence sur votre business. Donc,
Ça, vraiment, les amis, comment le service public rince ses animateurs vedettes, c'est un scandale à ciel ouvert, avec en plus des jeux de chantage, hein, je vous le disais tout à l'heure, sur des animateurs producteurs, où c'est le producteur qui négocie à des prix exubérants, et c'est l'animateur qui fait du chantage pour dire « si vous signez pas, je me casse ». Donc en plus, on est sur des logiques presque mafieuses en vérité, et à ciel ouvert, sur ce qu'on peut savoir. Donc, là-dessus, les amis, c'est un truc de dingo. Et pour finir, dernier raisonnement, parce que c'est un raisonnement plus politique et qui aura peut-être du sens en 2027, selon qui arrive au pouvoir, si on se retrouve avec un Mélenchon ou un Bardella, tu vois, je veux dire, enfin, n'importe qui des extrêmes qui n'est pas du bloc central, on va dire. Je vous prends les paris aujourd'hui et je vous parie l'apéro, et je sais que vous êtes très nombreux, je vous parie l'apéro dès aujourd'hui, que qu'importe en fait le parti qui arrive au pouvoir, tant que c'est pas le bloc central macroniste, je vous parie l'apéro, que tous ces donneurs de leçons, les Nagui, les Ruquier et compagnie, quand il y aura un chèque à prendre avec de l'argent du service public, d'un service public donc piloté par l'extrême droite ou l'extrême gauche, je vous parie que curieusement, on va moins les entendre. Curieusement, ils vont la mettre en veilleuse et on n'aura plus de nouvelles de ces donneurs de leçons qui vont continuer à palper du pognon en arrondissant les angles et en disant non, mais bon, voilà, on a un peu déconné, non mais après les gens votent pour qui ils veulent, c'est la démocratie, c'est important. Je vous parie que cette pompe à vélo de Nagui n'aura pas le courage de se retirer du service public si les extrêmes arrivent au pouvoir. Je vous le parie aujourd'hui. Et je suis prêt à faire des excuses publiques à Nagui si tel n'est pas le cas et qu'il me donne tort. Vraiment, ce serait même plutôt une bonne nouvelle en vérité. J'aspire à ce qu'il me donne tort. Donc, les amis, juste pour bien comprendre tout ce que je viens de vous dire, ça nous permet de mettre en lumière un élément très important, notamment dans les médias du service public, c'est que l'idéologie du moment, elle est intéressante parce que c'est elle qui signe l'échec. Donc, ne vous leurrez pas. On parle du service public, mais on peut parler du privé. On peut parler, par exemple, du groupe Bolloré. Est-ce que vous pensez franchement que tous les animateurs des chaînes, des médias du groupe Bolloré pensent ce qu'ils disent? Ou est-ce que vous pensez qu'ils pensent en fonction du nombre de zéros sur l'échec? C'est pas pour faire des leçons de morale. On est tous comme ça. On a tous nos biais. Pour un peu de pognon, on est prêt à se renier. On va pas se mentir. Je l'ai fait, certains d'entre vous l'ont fait. Il n'y a pas de problème. C'est le nerf de la guerre, je suis pas là pour faire le chevalier blanc et dire « Mon Dieu, on devrait avoir une éthique, une je sais pas quoi ». Qu'on puisse se renier par moment, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on fasse des leçons aux autres sur ce qu'il faut penser ou pas penser, là, ça devient scandaleux. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Vous verrez, les amis, quel que soit le pouvoir en place en 2027, dans l'élection la plus proche en France, vous verrez qu'il y aura des retournements de veste qui ne sont pas des retournements idéologiques, qui sont des retournements de pognon. Donc, j'insiste là-dessus, les amis, j'insiste. Ne vous leurrez pas. Votez pour qui vous voulez. Ayez les idées que vous voulez. Mais pour moi, une idée saine, c'est une idée qui est défendue quand elle n'est pas dominante. Tous ceux qui aujourd'hui... les journalistes, les analystes, les machins, qui commencent à se rallier, tu sais, à la cause un peu extrême droite populiste, parce qu'ils voient que le vent est en train de tourner. Tu te dis, bon, tu vois, un Éric Ciotti, tu sais, tu commences au RPR, tu fais partie de l'équipe à Sarko, tu sais, la droite un peu molle, un peu Rolex. Bon, bah, tu sens que le vent tourne, tu te durcis. Tu durcis ta ligne pour parler d'union des droites, tu sais. Pareil, les gens comme Dominique de Villepin, autant je salue ses positions ultra courageuses sur la Palestine et je lui tire mon chapeau là-dessus. Mais tu vois, tu as un sens du vent, où au départ, le mec est allé vers l'extrême gauche là, ces derniers mois, puis en fait, tu vois qu'il a lancé son propre parti, et il commence à te parler d'un macronisme entre les extrêmes, où tu te rends compte que y a de belles idées, mais peut-être de mauvaises pensées. Et dans les médias, c'est pareil. Vous voyez dans les médias mainstream des journalistes qui étaient parfaitement du système et qui commencent à se sortir les doigts. On les a pas entendus pendant le Covid, mais ça vient faire la trompette sur les racailles qui mettent des coups de couteau, tu vois. Tu sais, on se mouille, mais dans le sens du vent. Je pense à quelqu'un comme Christine Kelly, qui est tout à fait sympa, tout à fait compétente, tout à fait tout ce qu'on veut. Mais pendant le Covid, il y avait Bubule. Bon, ben là, le sens du vent fait qu'on peut dire les Arabes, c'est pas bien. Bon, ben on y va. Ben, tu vois, à l'inverse, quelqu'un comme Eugénie Bastier, on l'aime pas, mais elle tenait ce discours-là avant. On l'a pas plus entendu pendant le Covid, tu me diras. Mais ça dénote pas sur le discours anti-immigrationniste, par exemple. Vous avez des types qui sont cohérents. Geoffroy Lejeune, je le tiens pas en très haute estime, mais il est cohérent.
Il est cohérent. Et je pense qu'il faudra être très prudent là-dessus, les amis, parce qu'on va avoir des retournements monstrueux qui ne sont pas contre les individus en tant que tels, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui fait la règle, c'est le pognon. C'est le pognon. Et à mon avis, Nagui sera le symbole dans un sens comme dans l'autre. Si demain, il y a un extrême au pouvoir, vous verrez Nagui qui nous expliquera que la fête continue, n'oubliez pas les paroles, allez, on s'en fout, l'extrême droite. C'est du classique. Donc, en tout cas, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est du scandale à ciel ouvert. Ce qui se passe avec l'argent public, c'est aussi ça. C'est aussi ça, les copains. Et je tenais absolument à vous en parler. Voilà, 18h12. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Vos retours là-dessus. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, un peu d'accord, pas du tout d'accord, on débat, c'est l'esprit Juste Bistrot, vous connaissez la guinguette. Alors on est de retour sur TikTok, on a pris un ban 24 heures, apparemment ça va. Envoyez des cœurs, aidez-nous, envoyez fort, on y va plein badin, vous tapotez, vous faites ce qu'il faut. Sur Twitch, vous sub, vous abonnez, vous faites tout, qu'on fasse grandir la famille Juste Milieu et qu'on soit de plus en plus nombreux. Socrate Chableux, qui dit rien à voir, mais pendant que j'y pense, Hypnocratie a été écrit par une IA effrayant, non ? Mes camarades, j'en ai parlé dans la vidéo. J'ai refusé de parler de cet aspect-là parce que précisément, je voulais pas divulgacher ce qui est pour moi un élément central de ce bouquin et que je trouve qu'il y avait une démarche. J'en avais déjà parlé de ça. Il y a une démarche intellectuelle que je trouve très intéressante. Le livre n'a pas été écrit à 100% par l'IA. Tu as une collaboration IA-humain et qui permet de montrer certaines failles. J'étais déjà revenu là-dessus. Je vous en supplie, les gens qui m'envoient des mails ou j'ai vu des commentaires sous les vidéos, c'est très gentil. Alors merci à vous. Vous m'écrivez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui m'envoient des mails pour me dire non mais en fait le livre il a été écrit par IA. Rémi, est-ce que tu es au courant? Tu sais, t'as des types qui n'ont pas lu le livre et qui me disent, alors que j'ai fait une vidéo de 40 minutes dessus, où évidemment que j'ai lu le truc au départ, des gens qui me disent t'avais peut-être pas vu mais il a été écrit par IA. Non mais merci les amis, mais c'est écrit dedans, donc je sais, je vous en supplie, il n'y a pas besoin, vous embêtez pas, il n'y a pas besoin, écrivez-moi pour plein de trucs mais pas ça. Pouce Mulot qui dit mais t'inquiète mon Socrate Chableux qui dit ok j'ai loupé des épisodes, pas de soucis mon camarade, t'inquiète, ça me permet de faire le rappel justement. Pouce Mulot qui nous dit perso, je pense qu'il faut de l'audiovisuel public comme il faut financer des bibliothèques etc. mais avec transparence totale et commission indépendante pour le choix des éditorialistes, journalistes responsables. Bien sûr, mais on comprend mieux, si tu veux, pourquoi nous avons tout le temps les mêmes présentateurs à la télé, parce que ce sont des producteurs et c'est ça qui fait le pognon. C'est ça qui fait la fidélité. Il y a The Van Gogh Guinerbe qui dit « Moi, je t'ai envoyé un livre sur la santé mentale il y a 3 mois, aucune réponse, par contre, tu laisses la parole à des dégénérés du cerveau. » Alors déjà, je fais ce que je veux. Ta façon de parler m'emmerde. Alors ça, par contre, ça me rend colère. Des dégénérés du cerveau, déjà, je pense que ces personnes te pissent au cul. Je les connais pas, je vais pas leur prendre je vais pas parler à leur place, mais par contre, il y a un truc auquel je tiens dans la famille Juste Milieu, c'est le respect. Donc ton message de merde, tu peux te le ranger. On va être très clair là-dessus. Déjà, voilà. Je vais pas prendre de pincettes, c'est un truc que je supporte pas. L'histoire du livre, si je t'ai pas répondu, je m'en excuse. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde. Je fais au mieux. Parfois, ça passe entre les gouttes et je suis désolé. Je fais ce que je peux, mais voilà. Par contre, de manquer de respect à des gens de la famille Juste Milieu, je les connais pas. Je vais pas parler à leur place. J'en ai rien à foutre. C'est pas le sujet. Je suis pas là pour les défendre. Je suis avocat de personne. Par contre, on se respecte chez nous. On se respecte et il est hors de question que tu parles comme ça de gens de chez nous là. On n'est pas où, je sais pas où là. Donc vraiment ce genre de message c'est le truc qui m'emmerde. Parce que dans la vraie vie tu me dis ça entre 4 yeux, je te colle au mur en fait. Ça marche pas. Dans la vraie vie on fait pas ça les amis. Donc j'aimerais juste qu'on garde des codes humains, des codes sympathiques. Et dans la vraie vie on se parlerait pas comme ça. Donc tu parles pas de dégénérer du cerveau, t'es qui en fait? Ça c'est un truc qui me rend fou. Ok, on est sur les réseaux sociaux et compagnie, mais c'est pas une raison. Moi je veux construire une communauté Juste Milieu précisément avec des gens qui sont pas d'accord. Précisément. Donc c'est pas pour qu'il y en ait qui se mettent des tirs parce que tu te penses plus malin. Non, attention, c'est un truc qui me rend dingue. Qu'on soit pas d'accord, que tu sois pas du tout d'accord avec l'idéologie défendue par ces gens, c'est une chose. Que tu sois énervé parce que je t'ai pas répondu, je te présente mes excuses avec grand plaisir. Par contre, on commence pas à se pisser à la gueule les uns les autres. Parce que ça va me faire chier, mais vitesse grand V. Je vous ai dit en plus en début d'émission que c'est un truc qui me peine un petit peu en ce moment, que c'est un peu dur, tu vois, d'essayer de réunir, d'essayer de mettre du positif, d'essayer de mettre du sourire. T'as un type qui déboule et il qualifie des collègues de je sais pas quoi là. Non mais attends, faut pas déconner. C'était un peu rude mon camarade, mais détends-toi quand même. C'est un truc que alors attends parce que The Van Gogh Inerbe, attends, c'est bien lui hein. Il a remis un message. Il a mis
Le Seigneur a dit dans Corinthiens. Ah merde. Bon, peut-être qu'effectivement, t'es dans un autre délire, c'est pas impossible aussi. Y a Marnessa qui dit bonjour, ici une personne dégénérée du cerveau, complètement hors sol 24/7, mais qui se raccroche à la réalité vers l'heure de l'apéro. La seule vérité universelle, c'est le petit blanc sec et le mousson de canard. Ah, en plus, voilà, c'est l'esprit que j'aime bien. Alors attends, The Van Gogh Inerbe qui répond, qui dit ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni l'idolâtrie, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels accéderont au paradis. Bon, bah, on a un taré dans le lot. Voilà. En fait, je savais pas. Voilà. Donc, au moins, c'est réglé. Donc, tu vois, ton mail, tu te le mets au cul et je te répondrai jamais. Au moins, c'est réglé. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Ah, il n'ira pas au paradis, ton message non plus, crois-moi bien. Voilà, donc au moins, c'est fait. Voilà, lui, c'est réglé, ça dégage. Je te banne pas parce que je suis pour la liberté d'expression et je veux pas faire ça chez moi. Mais alors, tu te doutes bien que ta réponse au mail, tu te la fous au cul. Je suis désolé d'être un peu rude, j'ai jamais dit ça à personne. Hein. J'ai jamais dit ça à personne. Mais alors, toi, mon pauvre ami, tu déboules, détends-toi quand même. Parce que si tu veux parler de l'équipe de Dieu ou je sais pas quoi, il a aussi dit aimez-vous les uns les autres. Hein. Alors, détends-toi quand même. Non, bon, c'est pas grave, mon The Van Gogh Inerbe. Au moins, tu nous as régalé. Merci, tu nous as régalé. Et voilà. Je suis pas sûr que tu sois la meilleure représentation de la religion, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois, moi, je suis copain avec les gens qui aiment les livres saints, aussi bien que le courant LGBT, que je ne sais quoi. Donc, tu vois, c'est l'esprit juste milieu, précisément. Je m'arrête pas à ce genre de détails. Après, je respecte ton point de vue, y a pas de problème. Mais si tu peux éviter de venir nous casser les couilles, ça m'arrangera. Pardon, j'ai dit des gros mots. Je suis désolé, j'ai dit ouais, c'est pas beau ce que j'ai fait, c'est pas beau, j'ai dit des gros mots mais c'est un truc que je supporte pas, je suis désolé, je suis parti au quart de tour les amis, mais je vous l'ai toujours dit, c'est pas une vanne, et ceux qui m'ont rencontré après le spectacle ou à Lausanne à l'apéro ou ceux qui m'ont croisé au hasard des rues, je pense que si on a parlé un petit peu, j'espère que vous avez saisi que c'était pas une vanne et que moi j'ai envie de faire cette aventure en étant qui je suis, tu vois. En étant qui je suis et j'ai pas envie de faire semblant d'être dans des codes de je sais pas quoi. Quand il y a des trucs qui m'emmerdent, je vous le dis et c'est réglé et c'est pas grave. Je dirais c'est pas grave. On est humain, tu vois, on est humain. Il y a un vrai truc et dans la vraie vie ce sera pareil. Je veux dire, dans la vraie vie, on est entre copains de la communauté juste milieu où t'as de tout. Je veux dire, t'as des trans, t'as des musulmans, t'as des juifs, t'as des femmes, t'as des hommes, t'as des pauvres, t'as des riches. T'en as un qui déboule et il dit à un autre, toi le dérangé mental ou je sais pas quoi. Bon bah tu te fais coller au mur. Et ben c'est normal en fait. Et peut-être c'est moi qui le fais d'ailleurs, tu vois. C'est normal parce qu'on me dit pas ça dans la vraie vie. C'est fou quoi, les réseaux sociaux. Alors je fais un commentaire de vieux con, je veux dire évidemment, tu vois. Je fais un commentaire de vieux con, mais les réseaux sociaux permettent ce genre de choses. Tu vois des types qui sont comme ils sont. Genre, c'est pas une question ad hominem, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais tu vois des types qui se sentent pousser un courage énorme parce qu'ils s'appellent, ouais, je sais pas quoi, Zacobi du 62, tu vois. Et le mec, en fait, il déboule et il arrive, en fait, il y a des dégénérés mentaux. Mais t'es qui, mec ? Mais est-ce que tu dirais ça dans la vraie vie, tu vois ? Et à la limite, si tu le fais, ok, mais fais-le dans la vraie vie. Fais-le où, comme on dit, tu mets ta peau sur la table. Comme on dit, tu veux t'en prendre à quelqu'un, ok, mais mets ta peau sur la table. Alors, engage-toi physiquement, tu vois. Moi, à ma minuscule échelle, ce que j'essaie de faire, de démontrer à travers le spectacle, c'est de m'engager physiquement. Sur la scène, n'importe qui peut venir me mettre un pain. Hein. C'est simple. Hein. Et là, je fais le malin. Quand je te dis je te colle au mur, autant il y a quelqu'un qui arrive, qui m'attrape, qui me zigouille, hein, et qui n'a pas besoin de faire 2 mètres et 150 kilos. Hein. Je suis pas en première ligne non plus. Donc, je fais le malin sur Twitch, tu vois. Mais dans la vraie vie, au spectacle, il y a quelqu'un qui peut venir, qui peut me mettre une baigne parce qu'il n'a pas aimé une vanne. Bon, bah, à mon minuscule niveau, c'est ce que j'essaie de faire. À mon minuscule niveau, c'est ce que j'essaie de faire, de m'engager physiquement, de faire quelque chose de vrai, tu vois. Mais pas être comme ça dans les réseaux sociaux, débouler, dire mais machin il est comme si, c'est complètement fou quoi. En plus je suis désolé parce que j'ai dit des gros mots, faut que j'arrête. Parce que je sais qu'il y a des parents qui écoutent à la baraque, il y a les jeunes qui sont pas loin. Alors faut pas dire les gros mots les jeunes, faut pas dire. Vous écoutez Greta Thunberg, elle a dit. I stole my dream, elle a dit. Donc vous faites ça, mais faut pas dire les gros mots. Faut que je fasse gaffe avec les gros mots. Déjà, faut que je fasse gaffe pour les gens qui écoutent, qui ont les gosses autour, et faut que je fasse gaffe pour TikTok, parce qu'on est déjà à 3 bannes en 2 semaines. C'est pas mal, c'est un beau score. donc voilà, non mais ça permet un petit rappel à l'ordre, ce que je trouve chouette, tu vois.
Alors il y a Nepka qui dit dans le chat, l'ouverture d'esprit c'est admettre qu'on peut se tromper, ceux qui ne peuvent pas l'admettre ne peuvent pas être ouverts et donc ne peuvent pas penser. C'est un syllogisme qui se tient, c'est un syllogisme absolument. Donc voilà les amis, excusez-moi j'ai été un peu rudasse, dans la réaction, mais je suis vraiment comme ça, je suis vraiment, mais puis comment dire, là on fait un peu de philosophie à 2 balles, mais c'est vrai que quand je vous dis je suis vraiment comme ça, c'est que j'ai envie d'être entier dans la vraie vie, tu vois. Mais il y a toujours l'excuse, tu sais, tu connais les gens, tu sais, qui s'énervent pour un rien, ce qui est pas mon cas j'espère, hein. Tu sais, il y a des gens qui s'énervent pour un rien, et après ils te disent ouais mais en fait je suis comme ça. Et ça c'est un truc insupportable. Pour finir sur un peu de philosophie, tu vois, un peu de philosophie presque, ou de psychologie, j'en sais rien, de toute façon je suis un spécialiste de rien, donc c'est pratique. Tu sais, c'est un petit trait de caractère, si vous l'avez, je vous en supplie, essayez de le gommer. Parce que, tu sais, t'as des types, ils font des dingueries, et après ils te disent, ouais mais je suis comme ça. Mais en fait, je suis comme ça, c'est pas l'excuse à tout. Je suis comme ça, c'est pas... Je vais faire des dingueries, mais désolé, c'est dans mon caractère. Comme disait Sartre, un homme, ça s'empêche. Et la grande force de caractère, c'est de faire cette expérience de réussir à s'observer, de réussir à se connaître et de dire ok, j'ai tel trait de caractère, je suis comme ci, je suis comme ça, mais rien ne t'empêche de faire un effort sur toi. Et ton je suis comme ça, qu'est-ce qu'il entraîne pour les autres? Parce que quand tu t'énerves et que tu insultes quelqu'un, par exemple, et en plus je fais des grandes leçons, alors je me suis énervé juste avant, c'est quand même le mec... péter un câble. Il n'y a plus rien qui tient, je sais pas ce que vous foutez dans cette émission, parce qu'en vrai, ça n'a aucun sens. mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'énerves, que tu insultes quelqu'un en disant « je suis comme ça », ben, la personne que tu as insultée, elle est pas comme ça de recevoir des insultes. D'ailleurs, un homme, ça s'empêche chez Camus. Merci à Chakuras 27, à chaque fois je me trompe. Merci beaucoup. Tu vois, la personne que tu as insultée, elle, c'est pas sa façon d'être insultée. Donc, tu as aussi le droit, tu vois, de penser à ça, de le prendre en compte. Donc je vous dis pas, ouais, je m'énerve, mais je suis comme ça. Non. J'ai envie d'être entier, j'ai envie d'être comme ça, mais j'ai aussi envie de reconnaître quand ça va trop loin. Et là, n'hésitez pas à me dire. Vous me dites dans le chat si ça vous a pas plu ce que je viens de dire, on en papote, évidemment. Attends. Tu vois, il y a Métanimer qui dit on l'a définitivement perdu, trop de contradictions. Ah merde. Ouais, tu vois, je suis foutu là. Déjà pour lui, je suis foutu apparemment. Gatsuo qui dit ça rappelle un épisode de South Park, c'est un truc new-jerseyien. J'ai pas vu celui-là. Anarchy 08, c'est pas ma faute, je suis TDI. C'est mon satellite haineux qui n'arrive pas à se contenir. Ça, c'est drôle. J'adore. Donc, ouais, Thibault le Hobbit qui dit je suis le juste milieu justement pour éviter les sons d'une seule cloche. Je dis pas que t'es une cloche, enfin. Ouais, c'est pas sympa pour les cloches. C'est pas sympa. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai été un peu rudasse avec le camarade, mais c'est un truc qui me gonfle. Donc voilà. Bon bref, on va pas faire 2 heures là-dessus, vous avez compris l'idée. Donc, les copains, on s'est fait une belle émission. Je pensais finir un petit peu plus tôt, tu vois. Amon Pierce qui dit chacun son caractère, on s'adapte tous les jours. Toi aussi, Rémi. Un éboueur qui te bloque le passage, tu fais les yeux doux pour passer s'il a un faciès menaçant. J'aime bien l'exemple. Et mon Karim qui dit j'espère de tout cœur que le pif ne devienne pas le paf et surtout avec toi, j'en suis sûr, cela n'arrivera pas. Ah oui, le pif, oui, d'accord. C'est c'est Idriss Aberkan qui parle de ça, de pif contre le paf, oui, c'est vrai. Ouais, non, bah, on verra, mais je vous dis, moi, je vais tenir ma promesse jusqu'au bout. Je reviendrai pas, en fait, sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'avec l'aventure du spectacle, bien sûr que je vais sur un autre territoire, que ça prend du temps et tout. J'ai pas envie d'abandonner les vidéos, d'abandonner tout ça, et jamais je l'abandonnerai. C'est évidemment hors de question. Et c'est vrai qu'avec le spectacle, je me suis juste rendu compte de l'endroit que j'aimais le plus. Je me suis juste rendu compte de ce que j'aime le plus dans l'aventure juste milieu, c'est le contact, c'est l'aspect physique, c'est le fait d'être au contact des gens qui ont permis à l'aventure juste milieu d'être ce qu'elle est. Et donc, moi, si vous voulez, le fait d'avoir goûté à ça, mais ça me motive à continuer, ça me motive à en faire davantage. On va aller en 2026, on essaie de trouver des salles, alors c'est de plus en plus galère, vous vous en doutez, mais voilà, j'aime tellement ça, j'aime trop ça en fait, j'aime trop ce contact-là, le fait de savoir qui y a derrière, le fait de réunir les gens modestement, c'est pas des zéniths, mais après de pouvoir boire un verre avec vous, pouvoir discuter, pouvoir faire des vrais trucs, de pousser à son paroxysme la démarche de juste milieu. Et en fait, plus je vois ce qui se passe aujourd'hui,
plus je vois ce qui se passe, mais que ce soit dans la sphère mainstream ou pas, je m'en fous, c'est pas ça. Hein. C'est juste que peut-être que je suis un bisounours, peut-être que je suis naïf, peut-être que il faudrait parler que des trucs graves. Je vois des gens parfois qui disent « Ouais, Rémi, tu fais des blagues, mais il y a des sujets graves. » Ouais, mais en fait, ça m'emmerde. Je vais pas vous mentir, ça m'emmerde. Je le fais, ce travail. Je le fais, vous avez vu, j'en parle quasiment tous les jours de ces sujets-là. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que la finalité de mon travail, c'est d'essayer de rendre les gens heureux. C'est pas d'essayer de rendre les gens malheureux. Ou de vous confire dans le malheur, tu vois. C'est pas du tout le but de la maison. C'est vraiment pas mon délire. Donc, modestement, à ma petite échelle, j'ai envie d'essayer d'amener un peu de bonheur dans tout ça. Le spectacle en est la finalité la plus concrète, et c'est pour ça que je me concentre de plus en plus sur le spectacle. Je mets pas le reste à l'ombre, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas envie de me voir en spectacle. L'idée, ils l'aiment pas, et je le comprends, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais ça me tient trop à cœur. J'ai goûté à un truc qui est magnifique. J'ai goûté à un truc magnifique qui est de vous rencontrer, qui est de réaliser mon rêve d'être sur scène et de pouvoir pousser dans la forme humoristique le plus loin possible mon travail de tous les jours. Tout ce que je vois quand je lis les journaux, toutes les actus, toutes les machins, c'est de la matière pour faire des blagues. C'est de la matière pour réaliser mon rêve sur scène et d'essayer de vous faire passer un bon moment en vous faisant marrer. Et en fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la puissance de la puissance du négatif pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de positif. Moi, j'essaie de le faire avec la rigolade, mais il y en a plein d'autres qui font d'autres formats dans l'art. Je pense à quelqu'un comme Ygritte Courrèges, par exemple, qui fait des choses super sur ses chansons, qui a une voix d'ailleurs extraordinaire. Donc, vous voyez, je parle de moi, mais c'est pas pour parler que de mon nombril. Il y en a plein qui font des choses super. Je pense à quelqu'un comme Louis Fouché, sans être dans une démarche purement artistique, qui va chercher à rassembler les gens, à avoir un discours positif. Et c'est ça que je vise. Je suis pas du tout seul. Je suis pas en train de me passer la brosse à reluire pour vous dire c'est moi le meilleur. Non, pas du tout. Il y en a plein qui font ce boulot-là. Et moi, j'ai envie de modestement de me ranger dans ce rang et de démontrer que oui, c'est possible. Je peux faire juste milieu avec parfois des traitements lourds d'actualité et je peux faire de la blague. Je peux faire les deux et je sais qu'il y en a qui me croient pas. Et ben, je vais mettre toute l'énergie qu'il faut pour vous le démontrer. On peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut recevoir cette actualité, on peut recevoir ce qu'il y a de négatif dans notre monde et le transformer en quelque chose de beau, en quelque chose qui nous rassemble, qui nous fait marrer, qui nous donne de la joie, qui nous donne envie de continuer. Parce que si tous les jours, on est là à se miner la gueule avec « ouais, la bite à Brigitte »,« ouais, on nous ment »,« ouais, machin, il est potentiellement mort à cause de Macron ». Ouais, mais en fait, autant se pendre maintenant, les gars. Autant se pendre maintenant. Franchement, ça sert à rien de continuer. Honnêtement, ça sert à rien. Donc, c'est pas un truc qui me fait bander. Chacun fait ce qu'il veut et je le respecte et il n'y a aucun problème. Et il en faut, vraiment, il faut pour tous les goûts. Mais ne comptez pas sur moi, qui plus est d'ici 2027, pour être là tous les jours à vous dire eh, ça c'est pesant, ça c'est pesant, ça c'est pesant, et tel scandale, et tel scandale. Oui, il y en a évidemment, mais je préfère en rire. Je préfère aller chercher la matière positive là-dedans pour essayer de donner un peu du bonheur. Sinon, on va devenir taré. Et moi, je vais devenir taré. Et donc, j'ai pas envie. Très égoïstement, en premier lieu, je pense à mon fiac. Donc voilà, c'est juste ça, les amis. D'essayer d'amener du beau, d'essayer d'amener du positif. Et j'ai qu'une hâte, c'est de vous rencontrer avec le spectacle Zinzin. Pour ceux qui doutent, de vous prouver que si je fais ça, c'est parce que j'y crois, c'est que je le fais avec toute mon âme. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas bon, mais je le fais avec tout mon cœur et rien que pour ça, j'ai envie de vous le prouver. Ceux qui n'y croient pas, j'ai envie de vous le prouver. Venez voir et on en reparlera. Et au moins, si ça vous plaît toujours pas, vous saurez pourquoi. Mais laissez-moi la chance de vous le démontrer. Et donc, je comprends ceux qui acceptent pas le pari que j'ai essayé de faire, de pouvoir faire les deux. Je le comprends et c'est normal. Et ça peut pas plaire à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais offrez-moi au moins la chance de vous démontrer, de vous montrer ce que je fais. Et voilà, parce que j'y crois, parce que je kiffe, parce que c'est mon rêve et parce que tout est mis en œuvre pour essayer de pas être le plus mauvais, Donc voilà, en tout cas, c'est fait comme ça. En tout cas, c'est fait comme ça, les amis, et ça va continuer. Je peux vous dire que c'est pas fini. On va reprendre plein badin la tournée du spectacle. Ce sera Montréal, hein, le 16 août, je vous en ai parlé, on en reparlera la semaine prochaine du Québec. Et puis après, je vous montre les dates. Sur 2025, on va bientôt officialiser les dates 2026. 2025, ça va être le Nérac. On y retourne le 12 septembre 2025. Ça va être une fête extraordinaire. Le Nérac, c'est entre Aurillac et Rodez. On y était allé l'année dernière déjà. On y retourne parce que c'était une date extraordinaire. C'était que du bonheur. On a mangé ensemble dans une auberge après. C'est en train de se mettre en place justement pour refaire ça.
la scène et le repas tous ensemble pour ceux qui veulent. On va peut-être ouvrir la formule, les amis, très bientôt. On est en train de caler les détails. Donc ça va être la fête au Nérac, ça va être la fiesta. C'est le 12 septembre. Après, il y aura Le Mans 9 octobre, Metz le 17 octobre, Strasbourg le 18, La Rochelle le 24 octobre. Plan de campagne le 7 novembre, Paris le 20 novembre, Genève le 13 décembre pour finir l'année. Vous pouvez aller, il y a un lien en description, je vous donne le lien dans le chat, Twitch. Sinon, allez-y, vous tapez juste milieu billetterie, juste milieu spectacle, vous allez trouver le lien avec toutes les dates. Il y a un peu des places encore de partout, donc allez-y les amis, on compte sur vous, les copains. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, on va se quitter là-dessus, il est 18h32. J'avais dit que je faisais une émission courte, tu vois, ça va faire 2 heures. Mais je ne pourrais pas finir autrement, les amis. Et tant pis si le replay saute, c'est pas grave, parce que aujourd'hui, c'est un jour en plus qui me tient à cœur. C'est un jour qui me tient à cœur. Certains le savent peut-être déjà. Je cherche juste ce que je veux vous diffuser. C'est aujourd'hui on commémore la disparition d'Amy Winehouse. Et oui, vous le savez. Et évidemment, vous le savez, ma chanteuse préférée, voilà, Amy Winehouse, vous le savez. On va finir avec un petit bout d'une chanson d'Amy Winehouse, l'une de mes préférées. Et évidemment, on a une pensée pour Amy Winehouse. Magnifique, quelqu'un qui mettait du bonheur dans ce monde en se rendant elle-même malheureuse. Tout arrive. Voilà, tout arrive les amis, on se finit là-dessus. 23 juillet, elle est morte le 23 juillet 2011. On ne pouvait que finir comme ça. Je vous renvoie vers La Farce Tranquille pour ceux qui veulent voir l'épisode. Bah oui, parce qu'on était en plein dedans. Je vous renvoie vers l'épisode de La Farce Tranquille pour ceux qui veulent. Et puis les amis, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on se retrouve pour le Juste Bistrot à 16h45. On parlera des États-Unis, on parlera de plein de choses. Je vous embrasse les copains. Vive la rigolade, vive la France et à demain.